30 Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les 30 Glorieuses, avec Yacine Bellatar et Thomas Barbazan. Carte d'identité, carte de séjour. Bonjour. Ouais. Bienvenue aux 30 Glorieuses, mesdames et messieurs, un podcast d'une insolence hors norme avec une armée de fous furieux. Eh oui, mesdames et messieurs, un podcast qui fait rire en secret, comme durant la prohibition. On nous écoute sous le manteau et c'est payant, 5 €. Quelque chose de magnifique se passe tous les jours dans ce podcast, des rencontres humaines, des échanges intéressants, des vannes d'un autre monde qui ferait rougir un humoriste de France Inter. Et pour m'accompagner, très certainement, l'homme le plus marrant de France, Thomas Barbazan. Bonjour. Jamais on a eu ça. Bonjour. Ah mais vous riez pas, je croyais que tout ce que je disais c'était marrant. Non, ça va venir, ça va venir. Mais je ne serais rien sans mon frère Yacine Bellatar. Thomas, 20 ans de collaboration. Absolument, tu multiplies les millions de vues sur les réseaux sociaux. On a été shadowban de TikTok, tellement on a fait péter le score. Donc là, vraiment, c'est chinois. Bref, un morceau quasiment tous les jours. On a levé le pied parce que vous avez beaucoup pleuré hier. Regardez, même mon canal lacrylien. Et il est bouché. Merde. Voilà, ouais. Qu'est-ce que c'est ? J'ai pleuré que d'un œil. Après le Panari, t'as quoi c'est Dieu qui décide. Non, c'est la vieillesse. Je ne suis qu'un élément d'Allah. Meilleur lancement. Ok. Les 30 Glorieuses. C'est chaud de commencer, je ne suis qu'un élément d'Allah. Bah, écoute, en tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est que passé 40 ans, c'est sûr qu'on va avoir des problèmes. Hein. On a des nouvelles des Moldaves ? Bonjour, aucune. Bonjour Seb. Du commanditaire, surtout. Qui est le commanditaire ? C'est un Russe. Le tiers. Ah bon ? Ouais, c'est un Russe. On a trouvé ils ont reçu un PayPal de Russie. Mais attends, Russe côté Tchétchène, côté Daghestan, c'est tout le ça, problème de ce pays. Ouais. Ils ont que des oufs. Ouais. Par département, quoi. Partout, Thomas, écoute, du coup, Darmanin, il est dans la mouise. Hein. Nous sommes plusieurs Encore. à demander. Il y a un jour où il fait pas de conneries, lui, en ce moment là. La tempête Benzema. Ça va, c'est pas grave. Voilà, hier. Il y a un monsieur qui est tombé de son balcon là. Ah bon ? Il fermait ses volets. Rafale. Non, mais c'est pas drôle. Arrête. Charlotte est morte de rire, c'est rigole. très Non, grave. Il fermait ses volets, miskin. Enfin, le pauvre, en français, Ouais. pardon. Et, par contre, la bonne nouvelle, c'est que la tempête a ramené le petit Émile. Non, c'est pas vrai. Meilleur van. Très gaulerie. Ça serait Robin ou pas ? Imagine qu'il arrive. C'était un aigle. L'aigle. Bon, c'est pire que le mec des volets. Hein. Il est mort, le gars. Hein. Alors, ah bon ? Des volets. Alors, j'ai lu, il est tombé de son balcon, mais je sais pas de quel étage. Je sais pas, ça soufflait fort hier. Hein. Aujourd'hui aussi, ouais. Hein ? Là, nous, on a eu juste les bribes, hein. 50, 60, 80. C'est rien, ça. Nous, c'est rien, nous. Non. Ah non, la tempête de 99, tout le monde reparle de ça, tu te rappelles ? C'est déjà 24 ans, dis donc. Putain, c'est vrai. Qu'est-ce que c'était gaulerie, cette Et tempête ? moi, les tuiles par le toit et tout. Excuse-moi d'être pauvre, moi, il n'y avait pas de tuiles. Il y avait juste un voisin du dessus qui disait « Ah, ça soufflait fort !» Moi, j'étais sous les toits et Je me les tuiles souviens ont tombé. d'un arbre qui Ouais. était tombé et tout. Pas un arabe, hein. Un arbre. Non. Attention. Si tu commences à faire des jeux de mots arabe, arbre. Mais non, mais Thomas, on va. Mais t'es moldave ou pas ? Non. Aucun Qui lien avec connaît ce des pays. Moldaves là ? Ouais. Personne. Hein. Non, personne. On peut faire les vannes qu'on veut, je te jure, il va rien nous arriver. Si là. vous connaissez un Moldave, envoyez-nous un message. Voilà. Moi, si vous voyez un Moldave avec un pochoir. Oui, voilà, exactement. Parce qu'ils ont été filmés en plus. Un arabe avec un pochoir. Très bonne vanne d'un auditeur qui m'a dit si les arabes utilisent des pochoirs pour les gâteaux dans les mariages. C'est vrai ou pas ? Avec le sucre. C'est vrai que c'est. Ça confirme. Ouais, ça confirme. Ça confirme. Ouais, Thomas, bon. Les petites pâtissières rebeux d'Instagram, là. Non, pardon. Ah oui, ouais. Oh, ourti diabète, là. Oh, là. Ah, les femmes voilées qui font des gâteaux, mais. Ouais. Ouais, j'en ai vu une. C'était pas mieux l'époque où les femmes voilées restaient à la cuisine sans commencer à dire Salem, comment faire un cake aux fruits, subhanallah. Oh là. Oh là 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 là, non mais. Le Sopranalla cake. Comment faire un subhanallah cake ? Il vous faut un peu de levure, un peu de fruits et 100 grammes d'Allah. Voilà. Le Paris-Bagdad qui remplace le Paris-Brest. Très bon gâteau. Arrête. Ne frappe pas sur sursis. Ouais. Voilà. Psy la semaine prochaine. Tac, tac. Bien. Non, je suis prêt. Je suis en réinsertion là. Ok.
Tant que moi, il y a Benzema, qui est frère musulman, ça me fait des vacances. C'est vrai qu'avant, j'étais le seul, mais là, on partage le titre. Franchement, je suis d'accord avec Darmanin, très suspect. Là, il a fait une photo, il a 2 couteaux, un aigle. La dernière fois, il a marqué. Tous ses buts sont en direction de la Mecque. Bien sûr, toujours. C'est vrai. Ouais. J'aime beaucoup Vous parce que ça. ces vannes-là, si j'étais pas là, tu serais traité de raciste. Oui. Et le fait que je sois là, je suis la kryptonite. Ces vannes-là, si j'étais pas là, tu serais traité d'islamiste. T'es en forme là aujourd'hui. C'est hier, je t'ai mis à l'amende. Je sentais bien que t'allais faire un gros comeback aujourd'hui. Tu m'as mis à l'amende. Hier, pour le podcast hier, la première demi-heure. Ah, ça va. Regarde. Détends-toi. Franchement, je soufflais aussi fort que la tempête. On n'est pas dans un match là. Quoi On n'est pas en concurrence. Non. Je tiens à dire que Farid a fait un très bon stand-up. On applaudit Farid. Quoi, Charlotte? Si, j'ai pas reposté, mais j'ai bien aimé. Non, moi j'ai reposté. Moi, le seul problème, c'est qu'il s'habille comme dans Mad Max. Et ça me dégoûte. Non, mais t'as vu, il a. Ouais. Mais sinon, c'est bien. C'est vrai qu'il y a de plus en plus. J'ai reçu un texto de Jason Brokers qui m'a dit moi aussi, fin de carrière, dimanche, Inch'Allah. Et moi, je rentre dans l'arène quand Charlotte, samedi mon pote. 30 attention. minutes de stand-up sur Israël-Palestine. Oh là là, on va le chier de rire. Là, le mec a créé un space. Vous connaissez les spaces sur Twitter? Bien sûr. Fan d'Israël contre fan de Palestine. Lui, c'est le meilleur. J'aurais adoré assister à ce space. Moi, j'aimerais qu'on fasse passer une loi pour retirer Twitter aux Arabes et aux Noirs. On ne sait pas se servir de ce réseau social. Balance son nom, il s'appelle Staline94. Je sais pas qui est ce monsieur, il a 20 000 followers. Mais quand j'ai vu son titre de space avec des gants de boxe, avec marqué pro-palestinien versus, comme un match de boxe. Mais lui, il doit faire que des débats. Pourquoi Allah, c'est le meilleur? Oh là là, que des... Allah versus... versus le reste du monde. Autres. Non, mais frère, c'est Rama. Hein. On vit une époque incroyable. On vit une époque où tout est... Tout est permis. Voilà, franchement, tout est permis, non, les Moldaves. non mais frère, on est arrêtez de rigoler. C'est un message pour eux. Mais non, rien là, franchement, vous allez payer cher. Hein. On les a même pas. Mais je vois très bien les sujets. On a trouvé une Moldave qui veut s'intégrer, qui joue du violon. Ils vont la mettre là à France Télé en disant on est bien d'accord, vous n'avez rien à voir avec le gang des pochoirs. Oh là là, putain. On les a appelés le gang des pochoirs ou c'est moi qui ai dégainé le premier? Non, c'est bien le gang des pochoirs. Pochoir gang. Pochoir gang, vous aimez bien. Mais je te l'ai dit dès le début, quand j'ai vu le bleu là. Ouais. J'ai dit, c'est un bleu recherché, ça. Nous, jamais les Arabes, on aurait fait ça. Des tags, juifs avec un G. On aurait fait des trucs de ouf. C'est les vannes d'hier, mais après, si tu peux recycler. Mais... Elle est tellement drôle. Ça fait 2 jours de suite qu'elles font. Non, mais Thomas, je te dis. Non, et là, ils ont pris ça même. Par contre. Mais j'attends. J'ai regardé CNews tout à l'heure. Fond de plateau, décor avec les étoiles, là. Ils en ont fait un décor du plateau. Les étoiles bleues, là. Les étoiles. Je voulais poser la question. David. Quelle étoile est autorisée? Quelle étoile est interdite? Parce que peut-être les jeunes de banlieue Golemont, ils savent pas différencier. Tu vois, les étoiles de Chérif, étoile du Maroc. Ouais. Étoile du Maroc, c'est pas l'étoile de David. Non. Non, ça n'a rien à voir. D'accord. Mais c'est une étoile, quoi. Tape étoile juif, s'il te plaît, Seb. Pour voir lesquelles étoiles on n'a pas le droit de dessiner. Western. J'ai une idée vers quoi ça va m'amener. Ah bah oui, c'est sûr que... Étoile juive, oui, a priori, elle va être jaune. Je pense que pour une fois, vraiment, tu vas être recherché par la police. Je tape juste étoile, ça me met direct étoile de David, déjà, tu vois, dans la recherche Google. C'est vrai que c'est l'étoile... C'est l'étoile la plus cotée, quoi. Ouais. Qui a le plus de non, buzz, pas cotée. Mais arrête. Ah bon? Mais non, sur le marché des étoiles. Fais attention, là, tu marches sur des... sur des clous. Non, sur... Alors, reviens. Tu as vu les ventes des drapeaux sur Amazon, hein? Drapeau Israël, Palestine. Drapeau Palestine. Ouais, on a gagné ça. Oui, je crois que c'est plus vendu. Ça, je crois que c'est... Enfin, quand tu dis on, moi, je sais pas, je suis pas... Oh là là, t'es pas marié avec l'ennemi, toi? Ta femme, elle est de quelle origine? Tu veux que je parle de ta couette aux couleurs de la Palestine? Ça serait... Est-ce que, par exemple, si ton salon, t'as du rouge, du blanc, et du vert et un peu de noir, est-ce que c'est un salon palestinien? Sans faire exprès. C'est des couleurs... Parce que, tu sais, les fachos, interdit. Ils voient des trucs que même nous, on ressent pas. Ah, mais ça... Allahu Akbar. Oui. On l'utilise fréquemment. Notamment quand on se lève pour s'asseoir sur un canapé. C'est des cris comme ça. Ouais. Et d'un coup, ils ont dit, ouais, ça veut dire... Et là, je voyais des blancs définir Allahu Akbar. Enfin, ils disent pas Allahu Akbar, ils disent Al-Akbar. Al-Akbar. C'est une phrase ils ont du mal à le dire. Terroriste. Allah ou Akbar. Okay. Vas-y. Allah ou Akbar.
Non, c'est pas ça. Mais je répète. Tu te débrouilles pas mal en Allahu Akbar. Ah, bah écoute. Bientôt au bac français, de toute manière, ça sera une épreuve. Hein. Ouais, bientôt d'un DJ chelou tout en arabe. Non, et Allahu Akbar, ça veut dire... voilà. Dieu est grand. Dieu est grand, bah bien sûr. Ça, c'est la comment dire, c'est la traduction littérale. Ok. Mais dorénavant, les journalistes blancs racistes veulent lui donner une autre définition. Ok. En disant, oui, à République, ils ont crié Allahu Akbar, donc ça veut dire on est en guerre. Pas du tout. Ouais. Bah, par exemple, quand je recevais mon bulletin, j'arrivais à l'intercepter, quand j'étais en 3e, et que mon daron, quand je l'ouvrais, je dis Allahu Akbar, je l'ai attrapé avant lui, tu vois. C'était Allahu Akbar Ouais. pour remercier Dieu d'avoir croisé mon facteur. Seb, on en est où? Bah, y a pas d'étoile interdite. Hein. Je regardais là. Non, tu vois, non. Moi, Allahu Franchement, Akbar, je l'ai trouvé. J'ai entendu. même tapé étoile. Excuse-moi, Thomas. Oui. J'ai même tapé étoile juive interdite. Il y a que dalle. Non, Ok. rien n'est interdit en termes d'étoiles. Voilà. Ils l'ont sorti à l'ONU, hein, Ouais. la délégation Voilà. israélienne. Ah oui. Bah, Tac, tac, boum. Ils ont sorti l'étoile. Oh là là. ouais, je me souviens qu'à l'époque, ils avaient dénoncé les musulmans qui portaient le croissant vert. Tu te Ouais. rappelles, dans la manif. Ça, c'est Inch'Allah en anti-islamophobie. février. Voilà. Parce qu'ils ont dit, oui, ils peuvent pas comparer à la Shoah. Bah, Moi, j'en ai marre de la Shoah. Hein. là non plus. Hein. Oh là là, ils Comparé ont à la remis Shoah. Hitler. Il a une cote, lui, là, en ce moment. Bah, tout est de Les sa deux, faute. ils Mais- se l'approprient. Mais tout part de là. Hum. Tout part de lui. Encore. C'est vrai, moi. Enfin, Tout part l'histoire de lui. occidentale, ça part de lui. Je rappelle qu'il y a eu 400 ans d'esclavage avant avec des Noirs. L'État Ça n'a d'Israël. affecté personne. Il n'y a pas d'en plus de Hitler des Noirs. Hein. Si, Napoléon. Ah bah, Un ouais. peu. Hein. Il y a eu plusieurs. Me demande pas de je taper pense- Hitler des Noirs, s'il te plaît. Je pense Black Hitler. qu'il y a eu plusieurs. Il y a eu plusieurs étoiles des Noirs, hein, je crois. hein. Étoiles c'est un des Marvel, Noirs. ça, non Étoiles Mais des Noirs. n'importe quoi, Étoiles des voilà. Noirs. Tu me fais dire n'importe quoi. Il y a eu plusieurs Hitler des Noirs. Là, j'ai vu l'histoire du roi Léopold. Là. Bien sûr, le Belge. Oh là là. Mais lui, c'est pas le Hitler des Noirs. C'est Hitler de Congolais. Congolais, mais C'est pas la même chose. Oui, mais il a tué plus de Noirs que Hitler de Juifs. C'est le plus gros génocide. Ah oui. Tape. 10 millions. Classement, génocide. Non. Ah, Seb, il va vraiment Non, mais être Seb- un jour bon. interpellé Non, en mais il y pleine a- émission. Il n'y a pas de classement. Yacine, il va dire, c'est pour moi, monsieur l'agent. Non, non, c'est pour l'homme derrière les platines, là. La Shoah. Le plus gros 6 millions. génocide. J'ai mis plus gros génocide, donc je suis tombé Je sur pense que le Shoah en classement, premier. n'y voyait aucune forme de blague, mais je pense que je pense la quantité, ça doit être Shoah, je pense qu'Arménie, Congo, Tu veux vraiment que je tape classement génocide? Les Indiens. Oui. Vas-y, je et vais le Rwanda. faire. Mais Rwanda, Génocide, classement. Tape Topito, ils ont pas fait un classement. Ils font des classements pour tout. Ils ont pas fait connard. Topito. Les 5 meilleurs génocides, selon Walidia, numéro 4. Non, je rigole. Walidia, bientôt viré, hein, je t'annonce. Il a fait le chairman. Là, Hein Ouais, J'ai lancé une mode avec le Sherman. Ouais. Vas-y, imite-le. Hein Frère Yacine, c'est incroyable. On est là, qu'est-ce que tu penses du Coran? Non, mélange Il de a- Sherman et Jamil Hein dans ton imitation. Jamil viré aussi, dans une semaine. Bah oui, il a soutenu Hein Guillaume Meurice. Ah, il est frère, mort. depuis tout à l'heure, je like les stories où il dit il va se faire virer, on va chialer Voilà. de rire. Jamil, quand t'es pas pris ici. Hein. Guillaume Meurice, il va être remplacé par un juif. Hein. Tu comprends Guillaume... Popek. Non, Guillaume Maurice. Ah, Guillaume Maurice. C'est incroyable. Hein, vous connaissez Mahmoud Abbas? C'est une sorte de nazi sans prépuce. Vas-y. Alors? Au niveau des chiffres, alors j'ai pas de classement, mais j'arrive à avoir je suis en train d'essayer de moi le Il faire est au de bout de tête. sa vie, Seb. Non, non, pas du tout, mais c'est qu'il Au bout il y des a- recherches. Il y en a eu beaucoup quand même des génocides. Hein, quand Ouais. même, tu vois. Ah, pas selon CNews. Donc Ouais. entre 5 et 6 millions quand même, hein, la Shoah. Donc c'est quand même... Ça, on savait. C'est 6 millions. Ça, on l'a appris. Vas-y. Entre 5 et 6 et ensuite te faire un classement c'est compliqué. Ce que je peux te dire c'est qu'en Namibie... Namibie. Oh, ouh on les connaît pas bien, ces C'est à gens-là. côté de l'Afrique du Sud. C'est qui les Namibiens? c'est la banlieue de Non, l'Afrique non, du j'ai Sud. pas de chiffres. Non, c'est les Tziganes. Les Tziganes, j'en ai... Les Khmers. 500 000. J'ai oublié. 500 000, ouais. Les Khmers rouges. Pas mal, hein. Rouge. Il y avait d'autres. Non, il y avait Je que les ti- Khmers rouges. Non, je pense que celui dont on parle le plus, Farid a fait la vanne, donc je tomberai pas tout seul. C'est que je pense que celui de la Shoah,
il est encore plus traumatisant parce qu'il s'est fait sur notre territoire. Ah oui, il est chez nous. Arménie, 1 million quand même. Oui, Arménie, 1 million. 1 Et million. les Turcs, ils te diraient une douzaine de personnes. Ils tiennent leurs chiffres. Ça dépend des sources. Sur Non, mais ce qui est Wikipédia. fou, c'est que là, justement, on en parle là. Et peut-être qu'il y a des auditeurs qui ne mesurent pas le terme de génocide. C'est pour ça, pardon, hein, je vous le dis juste, que la terminologie employée là pour Gaza, génocide, ça provoque un choc. Mais les amis, un génocide, c'est pas un vain mot. Ouais. Et j'ai l'impression, en tout cas, je vous donne le nombre de morts. Hein, on va atteindre les 12 000 en Palestine, c'est beaucoup. Mais là, typiquement. Tu parlais des Khmers, excuse-moi, hein, Oui. je lis en même temps. Tu parlais des Khmers, 1,7 à 2 millions de Cambodgiens. Pas mal quand même. Merci, Seb. Voilà, Voilà. Ah là là, ça y est, Pas mal. Le Rwanda, Là, J'ai une petite préférence pour celui-là. techniquement, c'est pas mal. Non mais Voilà. par contre, si Pol tu fais- Pot. non mais par rapport au ratio du nombre total d'habitants, enfin c'était sur 7,5 millions, donc tu vois quand même ça a pas Ouais. mal décimé quand même. Et sur combien de temps C'est rapide, ça. De 75 à 79, 4 ans, ouais. 4 ans, ouais. Et le Rwanda, vu que je suis dessus, 500 000 à 1 million de personnes. Oui, ce que je disais, c'est pas le Rwanda, c'est enfin là il y a beaucoup de morts, hein. Mais c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, pardon. Un peu de temps il y a la machette. D'accord, t'es directeur artistique toi. Non mais génocidologue. En quelques semaines, effectivement. En quelques semaines, ouais. Mais c'est le vrai. Rwanda, c'est en Le quelques Rwanda, semaines. en quelques semaines, ouais. Ça, Et pardon, c'est lié à la radio, puisque comment les Rwandais ont basculé, radio Mille Collines où ils donnaient le nom des gens à exécuter. assassiner, ouais. Ça, c'est un moment. Si on faisait ça dans les 30 Glorieuses, ça serait Hein, moche. Hein. mais c'est pour ça que j'ai toujours été fasciné par la radio. Hmm. C'est un média qui peut libérer un pays comme Bien sûr. Oui, Radio Londres. voilà Radio Comme, Londres et de comme l'autre côté qui peut créer des choses absolument atroces. Non, ça part d'une semi-blague, mais ce que je suis en train de te dire, j'espère que ça va instruire nos auditrices et nos auditeurs. Les terminologies que vous employez sur les réseaux sociaux, faites attention parce qu'on bascule dans le jeu de concurrence mémorielle qui est, pour moi, absolument contre-productif. Mais en plus, c'est les historiens qui doivent dire ça. Alors, on est dans l'actualité. On ne peut pas juger aujourd'hui si c'est un génocide. Là, ils jugent du 7 octobre crime de guerre, crime terroriste. Tu vois, les terminologies, ils font des débats sans arrêt là-dessus. Moi, je me suis Mais ils imposé sont une pas règle. Je compétents parle pour le pas faire. avec les gens de confession juive. J'évite. Tu vois, je l'ai dit ici. J'envoie des condoléances. Mais je pense qu'ils sont en SPT, syndrome post-traumatique. Oui. Et que de toute manière, on va arriver très vite à une bifurcation qui sera trop agressive, trop violente. Et il faut les laisser comme un accidenté de la route. Mais là, c'est des accidentés de l'histoire. Ouais, le problème, c'est qu'ils le font devant nous, sous nos yeux, sous des caméras. Et que, Non, mais c'est pas que des juifs qui prennent la parole. Le problème, c'est tout. Non, je te Pardon. parle de, par exemple, la vidéo qu'on a vue, peut-être vous l'avez vue aussi sur LCI. Ils montrent des chorégraphies de soldats de Tsahal, Ouais. et derrière, ils rigolent. Ils sont Non, hilars. mais Eli Chouraki, Oui. l'invité, c'est, pour moi, c'est toi qui pose c'est toi qui est en faute. C'est pas Chouraki. Chouraki, il dit que de la merde. C'est Oui, mieux mais ça qu'il ressemble à un c'est syndrome mieux- post-traumatique. c'est Le mec fait- rigole, alors mais qu'on là, est dans ce que une j'ai posté période- aujourd'hui, où c'est la première fois qu'LCI montrait la parole palestinienne qui disait ils ont bombardé, c'est pas normal, et qui reviennent sur le plateau, et que Eli Chouraki devant Aniva, femme de Jean-Jacques Bourdin, bon, on va pas dire qui est le mari de qui, mais en tout cas, grande reporter, avant qu'elle soit même avec Jean-Jacques Bourdin, qui rigole, parce qu'Eli Chouraki dit ah, c'est des bons communicants. Ouais. Et l'animatrice, vous regarderez, je pense qu'elle vient d'arriver en télé, parce qu'elle se dit si je le reprends, je vais perdre ma place. Et c'est complètement irrationnel. Ce que tu disais tout à l'heure dans un syndrome post-traumatique, c'est-à-dire que les gens n'ont plus du tout de raison, en fait. Mais même à la télé, c'est-à-dire que ce soit dans la vie de tous les jours ou même ici, dans cette salle, s'il y a des gens qui sont traumatisés, qui peuvent aller trop loin, comme Walid, tu sais, qui a l'air traumatisé personnellement aussi, qui disent des mots qui dépassent un peu la pensée et tout, on peut l'entendre et on peut essayer de le comprendre. Mais quand c'est fait de façon raisonnée, préparée à la télé, c'est dur à La accepter. télé, c'est fini. C'est ça qu'on doit se dire de cette période dorénavant. C'est fini. La télévision, tu vois, Cyril Hanouna, syndrome post-traumatique. Ouais, voilà, Finir c'est par ça, dire c'est- si vous regardez pas mon émission, c'est que vous êtes antisémite. Pardon, sûr. c'est à chier de mais- rire. Non mais là, franchement, c'est tellement grave que c'est gaulerie. Non, mais Moi, tu- si j'avais été sur le plateau, bon là, j'aurais eu un fou rire. J'aurais pleuré de rire. S'il avait dit, il faut me regarder. Je le vois en plus dans sa tête. Le petit Cyril dans sa tête qui veut dire, Cyril, dis pas ça. Dis pas ça, c'est déjà chaud. Et là, il dit, si vous me regardez pas. Et il a un talent, c'est qu'à chaque fois, il tombe pas tout seul. Il dit, on est d'accord pour dire que c'est de l'antisémitisme. Et tous les suceurs, oui. Il y en a aucun qui dit, mais t'es ma boule, toi.
Autre dinguerie, parce que là aujourd'hui on pourrait faire des multi-idées complexes tous les jours. Geoffroy Lejeune qui dit en face de Karim Zeribi, Ouais. les gens qui disent les trucs antisémites dans le métro, c'est des musulmans. Alors que leurs visages sont floutés, qu'on connaît pas leur nom, etc. Et Zeribi lui dit, mais on connaît pas leur prénom, pourquoi vous affirmez ? Je l'affirme. Donc folie, lui c'est pas syndrome post-traumatique, parce que c'est un facho, c'est pas un juif, il est pas dans le... Moi, je me dans suis embrouillé l'embrouille. ce midi dans un restaurant dans le 8e. Ah. J'étais dans un restaurant où il y avait très peu de couverts, une trentaine, un resto chic. Et il y a 4 personnes qui sont rentrées, je peux le dire ici, de confession juive. Et pendant que la personne avec qui j'étais allait aux toilettes, ils m'ont regardé droit dans les yeux. J'avais vu le eye contact. D'où ta rougeur. Et j'ai lu sur leurs lèvres, il disait, c'est comme lui là, qui est avec les terroristes. Ah ouais. Et je lui ai dit, c'est à moi que tu parles. Il m'a dit, non, je lui ai dit, est-ce que c'est à moi que tu parles ? Et donc le mec est devenu tout rouge, mais il faut que tu imagines un restaurant de 30 couverts. Donc c'était un chalet de rire. Le restaurant, il s'est arrêté. J'ai dit, mange ta salade, c'est mieux pour toi. Et après, voilà, il y avait un rebeu qui était là. Les rebeux, on est en Wi-Fi. Embrouille 1. Il est venu, il m'a dit, il y a une embrouille. Je dis, non, va t'asseoir, frangin, il n'y a pas de souci. Et du coup, je me suis dit, tu vois, s'ils écoutent le podcast d'une manière ou d'une autre, envoyez-moi un message sur Instagram et parle-moi comme un bonhomme. Par contre, tu fais pas le malin, vous êtes 4 et tu me traites de terroriste et après, genre, je mange ma salade. Dorénavant, c'est ça qui nous attend. Et tu sais, j'avais pas mis les pieds dans le 8e depuis le 7 octobre. Parce que malheureusement, je connais ma notoriété et tout. Je sais qu'il y a des quartiers de Paris, si j'y vais, j'ai pas peur d'y aller. Mais je sais qu'il va y avoir... Petite provoque, quoi. Ouais, une provoque ou une remarque. Et après, bon, dans les journaux, je pense que je suis en page 2 du Parisien. Bah, c'est toujours toi. Bellatar, le Hamas sur scène. Je vois déjà l'article. Et en plus, c'est pas ça. C'est que, en fait, tu préfères dorénavant jouer à FIFA ou Foot Manager qui arrive, Inch'Allah, lundi, que d'aller à la provocation. Et surtout, encore une fois, je vais pas distribuer les bons et les mauvais points. Nous, tous les jours, on a rendez-vous avec le podcast, on fait un sketch et compagnie. Mais les artistes qui ne s'expriment pas rajoutent du malheur au malheur. Et là, maintenant, je le dis, bon, tout à l'heure, j'ai marché avec l'un de nos associés, les listes dorénavant d'artistes qui s'engagent pas, elles commencent à faire mal aux artistes. Tu vois, il y a des artistes qui se mangent des coups de pression et que vraiment, je pense, ils ne mesurent pas qu'ils peuvent être les grands perdants. Bon, le grand perdant, c'est déjà l'humanité parce qu'au vu de ce qui se passe des deux côtés, mais la réalité, c'est qu'en France, il se passe aujourd'hui une espèce d'omerta où vraiment les artistes, ils commencent à se dire, j'ai pas parlé au bon moment, si je parle là, ça va paraître opportuniste, si je parle trop, et bah du coup je prends un risque, c'est pas grave. Et tu vois, moi je suis très heureux de monter sur scène samedi pour ça d'ailleurs. Oui, on va faire tourner le micro là parce que je vois des nouveaux visages. On va commencer avec toi, cher ami. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Nordine. Nordine, tu fais quoi dans la vie ? Le cinglé ? Non, c'est pas toi. Non, Nordine, le calme. Parle bien dans le micro, Nordine. Ouais, le calme. Je suis ingénieur en informatique. Tu es déjà venu à ce podcast. Je suis ouais, mais il va me voir que toi. Rappelle-moi. Oui, mais ouais, non mais. Au début de l'été. Au début de l'été. Excuse-nous, entre-temps, on a croisé la moitié de l'humanité. Tu regardes ce conflit avec quel regard, mon cher Nordine ? Franchement, je vais pas être original. Hein ? Si, bah laisse-nous décider. Vas-y. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué ou qu'est-ce qui te marque le plus ? Je pense ce qui m'a le plus marqué, c'est le traitement en France. Ouais. À mon avis. Journalistique ? Ouais, journalistique, ouais. La couverture en France. Le fait que si tu prends parti pour un camp, forcément tu passes pour un pro-terroriste ou je sais pas quoi, tu vois. Ça, ouais, ça m'a marqué. Et t'as l'ambition de... Non, forcément, non. Ce qui m'a le plus marqué, c'est effectivement ce qui se passe là-bas, tu vois. Je sais pas comment ça va Mais dégénérer, pardon, mais parce qu'il n'y a ça, qu'ici qu'on peut poser la question. Est-ce que, sincèrement, je vous demande vraiment, est-ce que tu t'intéressais au conflit israélo-palestinien ? non. Enfin, Je sais même pas fini ma question, je sais mais ce qui se merci. passe, mais j'ai fini. Non, mais t'as répondu. Je te remercie Ouais, pour je ta sais ce qui se passe. sincérité. Avant, j'ai pas suffisamment de connaissances pour débattre du sujet, tu vois. Mais là, c'est la première fois que tu es autant engagé dedans. Je suis pas vraiment. Enfin, je m'intéresse à ce qui se passe. Mais plus que les autres fois. Ouais. Bah forcément, je Tu pense sais que tout qu'il le y, monde, tu vois. il y a déjà eu plus de morts. Hein. Ouais. Ouais, il y a une année, il y a eu 30 000 morts. Je sais plus combien il y avait de pertes israéliennes. Je vais pas te demander de regarder ça sur Internet. Mais il y avait eu 30 000 morts. Là, on est qu'à 12 000 morts. Mais en fait, il y a eu 2 fois plus. Et j'ai pas souvenir que ça ait... En une année, parce que là, c'est quand même 12 000, 10 000 Enfin, Alors, je vais te donner une stat que j'ai vue tout à l'heure passer qui est effroyable. En un mois. En 3 semaines, Ouais. il y a plus eu de morts que sur 584 jours de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Voilà. C'est pour ceux qui veulent une image de l'atrocité du moment. C'est parlant. Ouais. Voilà ce qui s'est passé. Et voilà, juste ça. Moi, j'irai sur un plateau télé aujourd'hui, ce que je ne ferai plus. Je dirai juste ça, je me lève et je pars.
Ça sert à rien de monter, de descendre en 3 semaines. Tous les jours, vous êtes indigné pour l'Ukraine. Peut-être à juste titre. Tu vois, et à juste titre, vous avez demandé un cessez-le-feu, tout ça. Et bien là, en 3 semaines, il y a encore des gens qui te disent « Ouais, mais il faut comprendre la Palestine. » Tu vois, encore tout à l'heure, je voyais un mec que j'aime bien sur les réseaux qui a écrit encore de la merde en disant « Mais on est obligé de tuer des Palestiniens parce que le Hamas se cache dans les maisons. » Mais excuse-moi, ils savent pas jouer à cache-cache. Bien sûr qu'ils sont... le Hamas, aujourd'hui, ils sont dans l'endroit le plus dense du monde. Quand tu vois ces images de favelas, c'est pas aussi dense que Gaza. Et donc là, aujourd'hui, j'ai appris que la journaliste qui a diffusé le document de l'armée israélienne qui sur une réunion qui est sortie, qui a fait un tollé international où il expliquait comment ils allaient prendre possession de Gaza. Tu as vu ça ? Oui. J'ai appris que la journaliste qui faisait ça sur LCI commençait à avoir des problèmes. Tellement la pression elle est forte. La nana elle a juste fait un travail journalistique en disant voilà un document, c'est Wikileaks qui l'a sorti d'ailleurs, et qui dit comment l'armée d'Israël, de Tsahal, donc Netanyahou, veut expurger totalement donc les habitants de Gaza pour le projet qu'on appelle le projet Sinaï. C'est-à-dire qu'il y a un projet fantasmé par l'extrême droite de l'extrême droite israélienne, c'est de prendre la population de Gaza et de la mettre en Égypte. Et en fait, c'est-à-dire, c'est vraiment... En donnant de l'argent à l'Égypte pour qu'ils s'en occupent. Mais là, Sissi, là, c'est pas l'impératrice. Hein. Oui. Là, je peux te dire que le Sissi d'Égypte, non, mais il n'est pas du tout Il funky. y a même le Premier ministre écossais, qui est musulman, qui a proposé de prendre des Palestiniens Mais parce que sa famille sont là-bas. Des Israéliens l'ont entendu d'un bon oreille. On vous les donne, prenez-les tous en Écosse. Non, mais ce qui est fou, c'est que c'est pour ça que tu peux pas t'engager pour le gouvernement israélien, parce que leur ambition, le projet Sinaï, c'est un projet que moi j'avais vu passer il y a quelques années, mais qui était farfelu. Tout le monde rigolait en disant mais c'est pas possible. Et donc là, le problème, c'est que quand je parle avec des militants, ils utilisent un champ lexical qui est toujours, j'allais pas dire extrême, mais trop poussif. Épuration ethnique, tout ça. Les amis, c'est pas de ça dont on parle. C'est pas ça. C'est aux yeux du monde, ce qu'est en train de faire Israël. Dorénavant, c'est clair et net. C'est horrible ce que je vais dire. Les 12 000 morts, comme les 1700 morts israéliens que je mets du bon côté de l'histoire parce que c'est des victimes et qu'elles sont mortes malheureusement par rapport à la folie des hommes, ce qui se passe, c'est que dorénavant, tout le monde regarde ce qui se passe dans le conflit israélo-palestinien. Donc c'est pour ça, cher ami, t'as pas à t'en vouloir. C'est que là, c'est la première fois que le conflit israélo-palestinien, c'est l'alpha et l'oméga du monde. Oui. C'est-à-dire que là, tu jettes une allumette, ça prend feu. Tu vois. Et franchement, ça, c'était pas le cas avant. J'ai pas dit que je m'en voulais. Non, mais ce que je veux dire, ce que je trouve intéressant dans ton propos, c'est de dire, je suis bien intéressé à moitié, ce que tu disais tout à l'heure. Quand je te dis, par exemple, qu'il y a eu 30 000 morts et là 12 000, Ouais. c'est bien la preuve. Moi, des pro-palestiniens, j'en ai tous les jours au téléphone ces derniers temps. Je viens de raccrocher avec un mec qui revient d'Amman, qui va repartir encore une fois. Ça, c'est des mecs qui sont engagés. Nous, en fait, ils sont persuadés que les rebeux de ce pays et les Renois, on est pro-palestiniens, mais la tête de Wam, on est des Français, en fait. Tu sais, on subit l'actualité. Un jour, c'est une tornade. Le lendemain, c'est la baya. Et en fait, on n'est pas engagé sur des sujets. Le musulman en France, il s'engage quand ça le touche personnellement. Si ça le touche pas, il est comme les Français, il est égoïste. Après, T'entends des phrases comme dans les chichas. Ouais, mais c'est pas mon embrouille, frère. Chacun, nanana. T'as vu? Après, les médias nous ont obligés, les médias français nous ont obligés tellement il n'y avait qu'un seul point de vue et qu'on n'avait pas de contre-information quelque part, nous ont obligés à pas à nous engager, mais à s'intéresser à d'autres médias, comme sur Internet aujourd'hui, on en parle de temps en temps, mais Post-Blad Blédard, il est devenu le média. Je fais Post-Blad Blédard vendredi. D'accord, voilà. J'ai vu hier, il y avait Ramadan. Donc il prend que les rebeux, voilà, tu sais, vraiment fou furieux. Et moi, je fais vendredi 21h. Alors des fois, ils visent pas... Regardez pas, hein, je connais ni les sourates, ni la situation géopolitique. Je vais juste dire, ah ouais, c'est chaud. Hein. Non, mais effectivement, lui, tu vois, c'est intéressant parce que lui, il s'est complètement engagé là-dedans. Il ne parle plus que de ça. Il est à fleur de peau parce qu'il balance des trucs. C'est pas qu'il vérifie pas, mais il balance toujours des trucs. Des fois, il vise pas super juste et tout, mais au moins, t'as un peu une contre-information, tu vois. Et c'est ces médias français qui ont, en donnant, même si on voulait pas s'engager, c'était tellement caricatural ce qu'on a vu qu'on s'est dit. Mais on s'en fout de la télé, je te jure. Ouais, Thomas. mais je pense que c'est devenu un peu comme ça. Comment t'as pas écouté? Tu parlais de qui? Excuse-moi. Tu parlais de qui?
De quoi? Tu parlais de qui en fait là quand tu dis... Nordine, tu sais où t'es là ou Non, pas non, mais je suis pas désolé. Ouais, non. J'ai pas entendu Attends, le début de la recommence, phrase, c'est pour ça en fait. Carte d'identité. Non, non, Vas-y. j'ai pas entendu le début de. Post-Bad Blédard, on parlait de Post-Bad Blédard. Ah, Tu ouais, suis pas vois sur qui les c'est réseaux. Je sais pas Ok. qui c'est. Et C'est un toi, jeune garçon plein de talent Ouais, qui a plus d'1 million de followers, je crois. Oui, c'est ça. Il a créé déjà d'autres comptes pour être. Parce que si... Des comptes de secours. Ouais, de secours. Même Mais- son compte de secours, il a 3 fois le Ouais, il a nombre. 300 000. Il a 300 000. Et nous, on a 70 000. Et tous les jours, on doit faire une chanson. Et toi, tu t'informes via Non, mais juste- quel biais, du coup, maintenant, Nordine? En fait, en général, c'est Twitter. En fait, Twitter, ça donne un indice sur un truc qui s'est passé. Du coup, ensuite, tu vérifies. Du coup, tu fais tes recherches. Tu vois. Après ça, en fait, j'ai pas le temps. Ça te permet de non, mais en voir fait- ce que les oufs ils pensent des non, infos. ça. Du coup, tu dis, bah, y a pas de fumée sans feu, c'est passé un truc, tu vas vérifier. Ouais. Du coup, mais j'ai pas le temps de regarder. J'aimerais bien un site, Nordine, il va sur les tétés. Il lit gâteau au chocolat. Il se passe quelque chose. Là, il y a un truc avec un gâteau au chocolat. Des Non frères. mais pour clarifier ce que tu disais tout à l'heure, enfin, c'est pas que. En fait, j'ai l'impression que tout le monde a son avis sur la question, se sent légitime pour débattre ou donner son avis, tu vois. Moi, j'ai pas suffisamment de connaissances pour me sentir légitime pour débattre du sujet face à quelqu'un qui pourrait me répondre, tu vois. Par contre, ce qui est évident, tu vois, ce dont je peux parler, c'est, ce qui est évident, même si t'as pas de connaissances sur le sujet, c'est le deux poids deux mesures, tu vois. Surtout en France. Non, mais tu peux pas choisir un parti sans que. Non, mais le terreau, il était trop fertile. Ouais. C'est conjoncturel. C'est juste qu'ils se foutaient de la gueule des musulmans depuis, disons-le, tu vois, le septennat de Macron. C'est que on a encaissé Marlène Schiappa, Blanquer, Darmanin, blablabla, les journalistes, et qu'en fait, là, cette fois-ci, c'est, tu vois, je suis en train d'en discuter tous les jours. Ils sont dans une impasse. Ouais. Parce que là, pour une fois, c'est ce que je redis et je dirais jusqu'au bout. J'ai refusé des interviews déjà encore aujourd'hui. Il y a des journalistes qui nous écoutent, donc j'espère qu'ils le comprendront. Je vous le répète, ce que je dis, je le dis que dans mon podcast. C'est mon podcast qui a l'exclu de mon propos. Je ne vais pas aller dans vos journaux pour parler avec des abrutis ou je ne sais qui, mais la vérité, c'est qu'il y a une communauté musulmane. C'est pas pour me déplaire. J'en suis triste de voir comment elle s'est construite. Mais elle s'est construite dans l'adversité, dans la dureté et dans l'humiliation. Et en fait, nous, on n'est pas nos darons, quoi. Tu vois, donc on va pas laisser même un journaliste aujourd'hui dire des trucs aberrants et on va baisser la tête sans rien dire. Et franchement, c'est même plus du conflit israélo-palestinien. C'est un conflit franco-français. Tu vois, ce matin, j'ai fait une interview pour le Maroc. Bah, ils me parlent pendant 3 quarts d'heure de la presse française. Ils m'ont même pas parlé de la Palestine parce que je suis pas d'accord avec ton propos de dire oui, mais je comprends pas. Frangin, t'es un mec intelligent, tu sais lire. C'est pas que je comprends pas, c'est que si je m'intéressais, je comprendrais, mais j'ai pas suffisamment de connaissances. J'ai pas pris le Mais temps. c'est pas vrai. J'ai pas pris le temps d'avoir des cols Mais c'est pas vrai, mon d'intéresser au frère. sujet pour être légitime, pour en discuter avec quelqu'un et Mais débattre. c'est pas... Alors déjà, je vais te dire deux choses. La question de la légitimité, ce doute permanent qu'on a sur nous-mêmes, il vient de nos parents. Frère, tu sais parler, t'as été à Non, mais l'école. si tu connais pas un sujet, tu vas pas débattre avec un mec. Mais c'est dont pas tu sais ça. qu'il va te. La force que t'as, c'est que tu sais lire. Ouais, bien sûr. Bon, bah tu lis 5 livres que je te conseillerais. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que j'ai pas pris le temps de le faire. Ben oui, mais tu vas le prendre. Voilà, bon, c'est vrai que toi, Nordine, laisse-le tranquille, Nordine. Mais non. sinon, il a envie de regarder Netflix et tu vas pas obligé à Non, lire 5 mais- livres. mais je vais te Tu dire- lis 5 livres, tu reviens demain. non, mais tu vois, moi, tous les soirs, là, tu vois, j'essaye de comprendre, tu vois, j'ai relu les écrits de David Ben Gourion, j'ai retrouvé un bouquin sur Yitzhak Rabin, j'ai lu le parcours de Yasser Arafat. Tout ça, c'est des trucs, tu vois, et en plus, avec Internet accessible. Moi, quand j'étais petit et que mon daron me disait « va lire un livre », c'est qu'est-ce qu'il est casse-couille, la huisse. Et j'avais beaucoup de livres chez moi, je lisais beaucoup et tout. Mais tu vois, j'étais même, je vais te dire un truc, je lisais beaucoup quand j'étais petit de BD, parce que j'ai déjà raconté dans ce podcast, ma mère, elle faisait le ménage chez des blancs riches, et quand ils voulaient se débarrasser de leur BD, ils les donnaient à ma rhum. Et je lisais Tintin. Ouais. Et je partais au bled et j'emmenais des Tintins avec moi sur la route du bled. Et quand mon daron était pas là, je jouais à Tetris, mais quand il était là, et j'arrive au bled, j'avais lu 2-3 Tintins, tu vois. Et je tombe sur un Zinkou Awam qui était à la fac en France. Il me dit, mais tu lis Tintin et tout. Je dis, ah ouais, c'est formidable et tout. Mon préféré, c'est Tintin au Congo. Et tu sais, un peu. Et tu sais, il me dit, bah non, c'est ultra colonial. Et il m'a donné un bouquin, il m'a dit, lis ça. Et j'ai lu la bio de RG. Tu sais, RG, c'est pas son nom, c'est ses initiales, R et G. C'est les créateurs de Tintin. Et quand j'ai lu sa bio de Yinche, j'ai dit, mais c'est le plus grand sistra de la Terre. C'est-à-dire vraiment. Et en fait, ça m'a permis de plus jamais lire Tintin ou de plus jamais le lire comme un truc. C'est une œuvre coloniale, Tintin. Tu vois, comment un petit blond avec une houppette
il va chercher du pétrole chez les Arabes, il les défonce, et tu vois, et pourtant... Et surtout la représentation des Noirs dans Tintin au Congo. Des Noirs, des Arabes, frère. Ouais. Tu crois que les Arabes, Dupont et Dupont, quand ils viennent déguisés en MBS, tu crois que c'est stylé, ça ou pas? Et en fait, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on doit... c'est ça qui fait qu'on doit changer l'histoire. C'est que, artistiquement, si tu crées pas tes héros, à toi, et ben en fait, t'as pas le narratif. Les Noirs américains, c'est ce qu'ils avaient créé déjà à travers le sport. Mohamed Ali, c'était un Superman pour les Renois. Tu vois, franchement, quand il boxait, et Mohamed Ali, c'est le plus prestigieux. Mais tous les autres, Foreman, comment il s'appelle? On en a parlé, Bill Russell. Ouais. Bill Russell. Nous, en France, c'est malheureux. Mais quand j'ai vu hier la petite nana là, au tennis, Ons Jabeur, qui est tunisienne, voilà, et qu'elle s'est mise à pleurer. C'est pas les larmes de crocodile d'Eric Nolot, ce mytho. C'est que l'autre, la tunisienne, elle est affectée. Et la tête de homme, elle m'a fait pleurer quand elle a dit, parce que moi, quand ça parle d'oseille, je pleure. Elle a dit, je donne ma paye, ou la moitié de ma paye, aux Palestiniens. Mais wallah, je me suis dit, les fouteux, ils doivent être dans un état psychologique de trou de balle, en train d'aller à Ibiza avec une chicha et des meufs qui connaissent App. L'autre, elle joue au tennis. Elle est tunisienne, donc j'imagine qu'elle doit avoir un contrat encore moindre que les Américains, que les Français. Et la meuf, elle dit que ça paye. Et moi, je me disais, si j'étais hier, j'aurais dit, c'est pas la peine, Frangine, hein, garde ton oseille. Hein. Et la pauvre, hier, elle a donné une leçon. Et d'ailleurs, j'ai lu ce matin que peut-être elle allait les payer. Là, il y a des mecs qui lui mettent la pression en lui disant, tu présentes tes excuses. La meuf, c'est une Tunisienne. De dire HB, m'en bats les couilles, moi, tu vois. Et je me dis, si tous les footballeurs musulmans... Elle est seule, hein. C'est vraiment un milieu où elle est seule. Dans les 100 premières mondiales, t'as pas une autre meuf musulmane rebeu bien sûr. Tennis. Hein. Mais tu sais ce que ça... Mais le tennis, c'est vraiment un sport de jouabs. À chaque fois, on le dit derrière ce micro, mais c'est déjà... Je connais pas sa vie, mais j'imagine que déjà, c'est pas la Tunisienne, frère, dont les parents, ils vendent du poisson. Il faudra qu'on vérifie. Mais que la nana, hier... Elle se met à pleurer et qu'elle dit je donne la moitié de ma paye dans l'émotion. Et que le journaliste essaie de la reprendre, de la rediriger vers le sportif. Non, gardez votre argent parce que les Arabes c'est des terroristes. Est-ce que vous êtes heureuse? Et tu vois, et ça, c'est aujourd'hui, j'y pas à chaque fois on met la pression à Mbappé. C'est pas Mbappé. C'est que si tous les joueurs de confession musulmane voulaient que le game il change, si durant une journée, ils disaient là on joue pas pour la paix, mais la tête de homme, ça serait. Mais en plus, je vais te dire un truc. Moi qui aime bien le foot et qui aime bien l'histoire du foot, Socrates, il a engagé son équipe. L'équipe du Brésil, tu te souviens, qui avait refusé de parler avec le président du Brésil à l'époque, qui était un dictateur. Ils avaient refusé. C'est-à-dire que quand tu as une aura, Socrates, c'est le frère d'un joueur qui s'appelle Rai, et c'est le plus grand joueur, non pas très bon joueur de foot, très très grand joueur. Son oncle, je crois, Rai. Hein? Non, son frère. Ah bon? Son frère. Son grand frère. Et il était dentiste. Oui. Je sais pas si tu imagines, les footballeurs pour nous c'est des golemons, l'autre il était dentiste et footballeur. Mais surtout la force qu'il avait, c'est que c'est un footballeur formidable parce que il a engagé une équipe dans la politique. Et c'est le cas de l'équipe du FLN, je l'ai déjà dit, mais je te jure que là, si toute la Ligue 1, la Ligue 2, nationale, on va aller jusqu'en DH, tous les musulmans qui sont affectés par ce qui se passe, ils se disent pour la paix, on joue pas, mais c'est worldwide. C'est plus que moi quand je fais un DJ chelou avec toi dans une cave. Merci à toi, mon cher Samir. Merci Nordine. Donne le micro derrière Nordine, pardon. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles, cher ami? Zoubir. Zoubir, tu fais quoi dans la vie à part commenter les génocides? Je suis un peu comme les 6 millions de musulmans, je bosse dans les chantiers. Ah ouais, c'est vrai? C'est toi qui as accès aux bombes et tout? Voilà. Selon Klarsfeld. Excuse-moi, mais c'est quel chantier où il y a des bombes et des armes? C'est le chantier de la Seconde Je Guerre saurais mondiale. pas te dire. On retrouve des fois des bombes de la Seconde Guerre mondiale dans des chantiers. Ça t'est arrivé, toi? Non, jamais. T'es sur quel chantier, là, en ce moment? Non, je déconne. Ah, t'es pas? Non, je suis pas dans les chantiers, c'était pour boutade, faire la référence. mais laisse-nous C'était pour les la vannes. boutade. Tu fais quoi dans la vie? Dans l'informatique. Oh, putain, j'en ai marre de notre public. Tu suis l'actualité, j'imagine? Oui, alors diverses et variées. Bon, Celle-ci, elle est pas variée. Elle est... Non, mais non, elle est triste. Donc moi, si j'ai un mot à dire, c'est ce qui me choque, c'est la préemption de la pensée. On te dit comment penser, on te dit que si tu penses différemment, tu penses très mal, et qu'on va t'expliquer comment il faut penser. Donc ça, c'est choquant. C'est ce qu'on appelle les éditorialistes. Ils sont pas arrivés aujourd'hui, mais c'est eux qui ont le pouvoir aujourd'hui dans la presse et qui. Mais je sais pas pourquoi vous appelez. Surtout, c'est la colonisation. Oui. Parce qu'ils disent pas à n'importe qui de penser. Ils disent surtout aux Arabes et aux Noirs qu'ils le considèrent inférieur.
C'est pour ça que je te dis, là, faut plus y aller, quoi. Tu vois, moi, Non, parce que les Blancs, les Blancs qui pensent ça, ils sont complices aussi. De quoi ? Ils sont complices. Ils sont complices de... Si on pense pas comme ils disent aussi, même si on n'est pas rebeu ou renois, on est complice. Là, par exemple, j'ai entendu que Jean-Luc Mélenchon devait être fiché S. Je sais plus qui a dit ça, c'est un politique qui a dit ça. Carl Olive. Voilà, Carl Olive, exactement. Ouais. Parce que tout le monde cherche sa petite punchline en ce moment, c'est Bouscapé, la politique. Alors moi j'ai bien aimé. Politique. J'ai bien aimé l'autre là, le Golemont de CNews, qui dit faut mettre des kippas. Ah, la journée de la kippa. Voilà. Celui-là, lui, moi je l'aime bien, moi. Kevin, c'est un prof. Ouais, Kevin Bossuet. Prof d'histoire, ouais. Prof d'histoire qui est dans le 93. Un facho hors norme et qui a dit faut mettre une kippa, non mais juste parce que je vois très bien sur quoi on va nous amener. Les abrutis là qui criaient dans le métro. Ce midi, on m'en parlait et tout. On me disait ouais, mais les amis, vous voyez bien qu'ils sont finis à la pisse. Vous voyez bien quel âge ils sont. L'effet de groupe, c'est exactement ça. C'est que il y a rien à tirer de ces gens-là. Et vous voulez leur donner une dimension nationale, politique. Tous, je le dis là derrière ce micro, ils ont bousillé leur vie. Tu vois, quand on va les retrouver, et crois-moi, je l'ai dit hier, c'était une blague, mais toute personne qui, de près ou de loin, là, fait un acte antisémite et tout, je t'annonce, il est trouvé beaucoup plus vite qu'un djihadiste. Tu vois, donc ils vont le retrouver. Ils sont en garde à vue. Ah ouais, donc voilà. C'est fini. Voilà. C'est fini. Ça va être dans leur dossier. Ils sont machin, c'est fini. Mais le fait de dire, regardez comment les musulmans, ce que tu disais tout à l'heure, c'est des Golemons dans le métro. Tu vois, moi, franchement, je dis pas qu'il fallait le faire dans un endroit reculé, mais en plus, je me bats depuis des années et je me fais retoquer quand on dissocie le racisme de l'antisémitisme. C'est que notre pays qui fait ça. Comme si, et c'est dans la sémantique que déjà ils ont créé une contrariété. Soirée contre le racisme, contre l'antisémitisme et le racisme. Mais c'est quoi l'antisémitisme ? C'est le racisme des Juifs. C'est parce que tellement vous culpabilisez de votre rapport à l'antisémitisme en histoire de France que vous l'avez sorti. Mais je vois pas pourquoi on ferait pas la soirée contre l'homophobie et le racisme. Ou l'islamophobie, bon, ça n'existe pas selon eux. Mais tu vois ça... La LICRA, c'est racisme et antisémitisme. Ouais, et ça fait des années, depuis génération, tu te souviens, qu'on avait rencontré les patrons de la LICRA, on leur a dit, pourquoi vous le mettez pas ? Et ils nous avaient dit, c'est pas pareil. Ouais. Mais déjà, les Juifs, ils ont rien demandé, les pauvres. Et déjà, tu les mets dans une posture favorisante à l'égard des autres. Et déjà, ça crée une tension. Mais il y a des clashs entre les antiracismes aussi. La LICRA, SOS Racisme, c'est plus considéré comme pour les rebeux et les renois, et la LICRA plus pour les juifs. Même dans ces domaines-là, il y a de la concurrence. Non, mais par exemple, Dominique Sopo, qui est patron de SOS Racisme, avec qui on s'est embrouillé en public. On a vraiment... Mais il tient sa place, c'est le seul qui a duré aussi longtemps. Et en fait, 20 ans en fait, je l'ai vu la dernière fois et on s'est réconciliés, tu vois, avec le temps. Parce que je veux plus qu'on blâme. On a perdu beaucoup de temps dans des querelles, même si SOS Racisme a pu faire de la merde, ça a donné lieu à ni pute ni soumise. Et d'ailleurs, je vous conseille de suivre Julien Drey sur les réseaux sociaux. Il a totalement basculé. Mais SPT, syndrome post-traumatique, qui est totalement fou. Il s'est embrouillé avec cette femme exceptionnelle palestinienne née dans un camp de réfugiés, Rima Hassan, voilà, qui fait un travail, tu vois. Mais ce qui est marrant, c'est quand il y a des gens que tu connais qui s'embrouillent et tu te dis, je vais intervenir pour les réconcilier. Rima Hassan, voilà, genre personnage et tout, qui n'est pas sans me rappeler Leila Chaïd. Leila Chaïd, qui était cette grande gueule arabe absolument formidable, qui est venue sur LCI récemment, qui est sortie de sa retraite pour les coucher un par un. Leila Chaïd, c'est la première qui m'a donné un émoi d'élocution quand j'étais petit. Ah oui ? Quand j'étais petit, je la voyais à la télé et je voyais cette femme et tout, disons la vérité, pas voilée. Elle est pas voilée et tout. Et elle parle français, elle a un accent qui est vraiment extraordinaire. C'est un accent hyper beau et tout. Elle est pas française. Elle est palestinienne. Ah, elle est palestinienne, pardon. Mais Yasser Arafat. Oui, moi, je m'en rappelle, je crois. Yasser Arafat, il disait, c'est Leila Chaïd, la patronne. Là, je vous conseille de voir. Leila Chaïd, je comprends même pas comment les journalistes l'ont invitée. Elle a couché LCI, mais c'était une formalité, balayette, merci tout le monde. Et en fait, Leila Chaïd, elle est vraiment... Ça se voit que... Là, je l'ai pas revue depuis, mais je pense qu'elle a dû se dire, putain, ils sont plus au niveau, les journalistes. Parce qu'avant, elle venait, mais elle se tapait contre des mecs, ils étaient 3-4 sur le plateau, elle disait non, machin, et si, et
elle aussi, ce qui l'a beaucoup affecté, je le dis dans ce podcast, c'est que ce que pensent beaucoup, c'est qu'Yasser Arafat aurait été empoisonné. Oui. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Il est mort à Paris et beaucoup pensent qu'il a été empoisonné. Bon, disons la vérité, il était aussi dans un état physique très, très, consommé. Mais Leïla Chaïd, et tu vois, je voyais Rima Hassan qui s'embrouillait, qui écrivait un tweet en disant, je sais pas quoi, elle expliquait, et tu sais, elle est née dans un camp, tout ça, elle a eu une vie douloureuse. Et Julien Drey, qui est Baron Noir, qui est censé incarner une forme d'élégance dans la politique française, tu le lis sur Twitter, franchement, il a rien à envier à un rappeur indé dans une cité. Il y a des fautes, il dit de la merde, tu sais, il provoque, il dit vous étiez pas là pour les bébés, tu sais, des phrases, tu dis mais gars, normalement c'est pas comme ça que tu réagis. Mais ça en dit long sur ces putains d'Arabes et Noirs qui ont cru au PS. Moi, Julien Drey, je le dis, là, je vais le défoncer parce que j'ai travaillé avec lui, je pensais qu'il avait changé. Mais là, il a montré son vrai visage. Alors que quand on travaillait ensemble dans un fonds d'investissement, il avait dit ouais, j'ai pu être dur, tout ça. Il a créé SOS avec Harlem Désir, Malek Bouti. C'est lui le troisième larron. Il tourne SOS Racisme pour dire non, mais l'antisémitisme, c'est pire. Parce qu'à la base, touche pas à mon pote, comment ça se crée? Ça émane de la marche des beurs. Oui. Ils écartent les Arabes de la marche des beurs et de l'égalité. Ils les écartent. C'est que des rebeux aujourd'hui, je te dis, c'est des anciens. Ils ont les dents cabossées, ils sont dans un état physique. C'est comme ce qu'ils avaient fait pour les Black Panthers avec le crack. C'est-à-dire, c'est une génération ravagée de grands frères. Tu les vois plus. À chaque fois que j'en vois un, tu le prends dans tes bras. Et t'as bien vu, ils viennent nous voir en spectacle. Ils nous disent, ouais, continue. Tu dis, mais les mecs, normalement, ils devraient avoir des statues dans les cités. La Marche des Beurs, c'est pas un film pourri fait avec Jamel Debbouze. C'est vraiment, normalement, c'est une vraie histoire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait touche pas à mon pote. Mitterrand, il a confié ça à Julien Drey. Il s'est dit, je vais faire monter l'antiracisme en même temps que le racisme. C'est Mitterrand qui fait monter l'extrême droite et c'est lui qui crée SOS. Et en fait, Julien Drey finit par écarter Malek Bouti et Harlem Désir. Ils finissent par s'entretuer. Le mec qui a le moins de talent dans la boucle, c'est un espèce d'immigré espagnol qui s'appelle Manuel Valls. Ah oui. Qui à l'époque est là. Et il est au 40e rang. J'explique la politique pour savoir comment l'antisémitisme est devenu l'alpha et l'oméga de la pensée du PS. Fodessila aussi. Et à un moment, Fodessila, qui finit par se retrouver avec 45 kilos de drogue chez lui, c'est quand même Fodessila, c'est comme ça qu'il tombe. Et juste pour te finir l'histoire, qu'est-ce qui se passe? SOS Racisme n'est plus du tout respecté dans les quartiers dans les années 90. Et ils se disent, on va rentrer dans les foyers, on va séparer les sœurs des frères, on va créer Ni pute ni soumise. Et il crée Ni pute ni soumise qui a bousillé des familles, tous ici vous êtes au courant, c'est-à-dire que ta sœur est plus intégrable, au sens propre et figuré, parce qu'en fait la rebeu, elle incarne une forme de fantasme dans l'élite française. Je parle là, il y a des femmes d'origine maghrébine, elles le savent très bien. C'est un objet de fantasme. Les Blancs de cette société verront toujours la rebeu comme sur les tableaux de Delacroix. Fatima, faites-moi une espèce de déhanché. Comme ça, il leur parle. Mais je vous dis la vérité, c'est les témoignages qu'on a dans les entreprises. Des meufs qui rentrent dans des grandes boîtes et à un moment, il y a un patron blanc qui lui dit « Excusez-moi, vous pouvez me ramener des loukoums ou des trucs comme ça ?» Et ça va créer Fadela Amara, ça va créer toute cette démarche et à la fin, ils vont être niqués par les deux. Parce que les gens des quartiers, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est mal connaître les quartiers pour pas se rendre compte que c'est les femmes qui tiennent les cités. Ou c'est les daronnes, ou c'est la grande sœur. Et pour les petits faits divers où tu dis « Ouais, mais il y a une meuf, elle peut pas se mettre en jupe dans la cité. » Bah si une femme peut pas se mettre en jupe dans la cité, c'est que ta cité, elle pue la merde. Parce que normalement, elle a forcément ou des connaissances ou des frères. Moi, je te le dis, au Muro, c'est arrivé. Il y a une femme, elle a mis une jupe. Il y a un petit, il l'a sifflé. Bah, elle est venue, elle lui a mis une teutarde dans la gueule. Et il n'a pas répondu. Elle lui a dit, viens, on va voir ta mère. Parce qu'elle était en classe avec la mère du petit. Donc, à un moment, il faut réaliser que... pardon, j'ai été un peu long, mais sur l'histoire de France en France, elle est bien racontée, je pense, jusqu'à 1945. Après, l'histoire de 1970, les vagues migratoires jusqu'à aujourd'hui... Je crois qu'ils savent toujours pas. On sait lire français, on sait parler, on paye nos impôts. Oui, t'as raison, ça a été un peu le même processus entre SOS Racisme et le PS. C'était un peu le même procédé où on a voulu infantiliser les Arabes et les Noirs. Mais c'est pour ça que Mélenchon il est puissant, parce que lui, il faisait partie du PS. Et quand il est arrivé pour recruter tout le vote musulman, il leur a dit quoi? Il leur a dit, moi, je suis pas comme le PS. Je vais pas vous infantiliser, moi. Mais durant toutes ces années, le PS, il a lâché la cause palestinienne. L'extrême gauche a lâché la pause. Mais
les Blancs, ils étaient beaucoup plus pro-palestiniens que toi, mon cher ami. Avant, les communistes, ils étaient ultra-palestiniens. Tu rentrais dans des bureaux, il y avait des drapeaux de la Palestine et tout. Et en fait, le PS et un tocard comme Roussel, là, cet anti-rebeu primaire, là, que tu vois, c'est le seul mec du Parti communiste qui est soutenu par l'extrême droite, qui commence à faire le distinguo entre les travailleurs blancs et arabes et noirs. Et bah, eux, ils ont amoindri la cause palestinienne, qui fait qu'aujourd'hui, regarde, t'en parles, t'es avec le Hamas. Il n'y a même plus de distinguo, tu vois. Franchement, le NPA, c'est même pas, il y a eu un malentendu. Je crois, le NPA, ça me rappelle les combats face à Mike Tyson. Ils sont montés sur le ring, ils se sont mangés une patate KO. Non mais, tu sais, il n'y a même pas eu combat. C'est Jordan Zebo. Non mais là, j'ai vu, là, Philippe Poutou, il est maintenant sur Twitter. C'est parce que j'ai voulu dire KO. Tu sais, c'est Jordan Zebo. 8 secondes. Revenons à toi, cher ami, pardon, j'ai été un peu long. T'as quel âge ? 47 ans. Ce que je viens de dire, donc t'es typiquement la cible. Est-ce que t'es d'accord avec... Ah oui, je suis d'accord sur l'analyse. Après, d'un point de vue... comment dire ce que je regrette, c'est que justement, parlant de ça, les gens se disent parfois, bah, il faut plus voter. Et le risque, il est là. Le risque, c'est que les gens concernés, bah, on vote plus. Les jeunes ne votent plus, les différentes communautés ne votent plus. Ils n'ont pas compris que c'est le seul pouvoir. Il n'y a qu'un seul. Les manifs, c'est bien, tout ça, c'est bien, mais... C'est nul. Non, c'est pas bien, c'est nul. Non, mais c'est le vote. Non, mais moi, je te le dis, ça sert strictement à rien. Voilà, le seul mec qui est content quand il y a une manif, c'est le vendeur de basket. Hein. Parce que non, mais on s'en bat... Non, mais franchement, les tribunes, m'envoyaient plus... On s'en bat les couilles. Là, ils m'ont encore envoyé une tribune pour une fois que je peux mettre mon nom dans une tribune. T'imagines que maintenant, ils veulent m'enlever de toutes les tribunes tellement je suis toxique. Mais le truc, on s'en bat les couilles. Franchement, on a plus de pouvoir, nous, en faisant un DJ chelou, que d'aller signer une tribune avec, je sais plus, la dernière fois, j'ai vu Juliette Bidoche, mais j'ai eu un fou rire. Mais d'où, toi ? T'es où ? Non, mais, pousse-toi. Tu vois, je voulais dire, non, mais je vois, tu sais, lui dire, mais Juliette, c'est sympa, mais pousse-toi à la tête de ma mère, tu vas te faire mal. Là, c'est les méchants, c'est les piranhas. Tout à l'heure, il y a un militant pro-palestinien, pardon, qui m'a appelé, je peux pas dire son nom, Toufik. Il m'a appelé, je suis bavard, hein. Mais alors lui, tu sais, il m'appelle sur mon téléphone. Je lui dis, fais attention, je suis sur écoute. Appelle-moi sur Telegram. Y a pas de Telegram, mon frère. Allah, il est avec nous. Oh là là. Et je tenais le téléphone comme ça et tout. Et il me disait que des trucs de ouf. La boucle d'Allah. Hein, ah ouais. Il me disait, voilà, tu te rends pas compte. Là, ce qui se passe, c'est les musulmans, on est face au mur. Et c'est pas le mur des lamentations. Je disais, mais qu'est-ce que tu racontes? Et tu sais, il était perdu. Et je voyais ce qu'il voulait me dire. Il peut venir en freestyle un vendredi. Ça a l'air d'un bon rappeur. Et il me disait, je peux savoir pourquoi toi tu viens pas? Pourquoi on fait pas? On va pas, voilà, on va pas en Palestine. Après on passe par Dubaï. Il y a des frères au Qatar, ils ont de l'argent, ils peuvent nous subventionner. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que c'est que cette cavale de? C'est quoi ce Pékin Express de musulmans là? Et j'étais là, je me disais, mais il est, et je lui dis, mais t'as perdu quelqu'un en Palestine? Il me dit, on a tous perdu quelqu'un. On a perdu notre dignité. Je dis, oh là là. Ils ont ramené le podcast, c'est excellent. Non, il m'appelle, il me dit, faut faire une autre manif, on a besoin d'argent et tout. Je dis, non mais frère, on a fait une belle manif et tout, là maintenant c'est plus entre nos mains. C'est dans la main des politiques, et objectivement on va pas faire manif contre manif. Soit on fait une manif avec les juifs et on s'inclut les uns les autres, soit objectivement, ça n'a aucune utilité. On a compris que démographiquement, les Arabes et les Noirs étaient très fertiles. Non mais c'est vrai, mais on dit beaucoup. C'est vrai. Non mais Thomas, non mais tu vois bien ta rétine à Barbès. Elle ne voit que du sombre. Mais bien sûr. Mais même Thomas Pesquet, il a dit quand il est allé dans l'espace, il a dit waouh, tout ça. Meilleur van, Karim Boukercha que j'aime beaucoup sur Twitter. Il y a comment il s'appelle, Wembanyama. Oui. Il a fait un selfie avec quelqu'un et il a écrit comme commentaire, ça fait des photos à la Thomas Pesquet. Très bonne vanne. Pour finir avec toi, mon cher ami, comment tu vois les choses dans les semaines qui viennent? Je suis très pessimiste. C'est vrai? Est-ce que tu songes à partir? Pardon, c'est la question pour les bougnoules. Non, je suis français, hein, voilà. Donc toi, malgré... alors là, vraiment, je pense qu'on a atteint un niveau quand même élevé, mais si par exemple Marine Le Pen passe... Ça changera rien. Ouais. Tu fais partie de ces rebeux qui ça changera rien. Sincèrement, je veux dire, ça fait 20 ans, le virage a été pris à 20 ans, c'est pire en pire, parfois il y a des accalmies, puis ça continue.
Après, il faut se poser. Ça continue, ça Je s'arrête rigole pas. parce que c'est le champ lexical de la tempête. Ouais, c'est- Bah des fois il y a des accalmies, puis des fois ça revient fort quoi. Faut juste. On Non, a là, eu, où on peut dire ça pourra pas être pire, c'est les médias. À moins que. Oh, ils vont Là, te surprendre. Là, ils Avec concourent le tous Tu pour sais le ballon d'or. Livre noir. Ouais. C'est moi qui leur ai créé leur buzz. Mais tu sais que là, sur les réseaux, c'est des fous furieux. Je sais pas si t'as vu hier ce qu'ils ont fait. Pour ou contre la peine de mort. Ils ont sorti un sondage où ils disent les Français sont pour la peine de mort. Mais bande de golemons, on n'a jamais dit que la France n'était pas pour la peine de mort. Ce qui fait la grandeur de notre France, c'est que on est contre la peine de mort, malgré le fait que ça soit très populaire. C'est qu'il y a un mec qui s'appelle Badinter, ce juif. Et ben, Mitterrand, à la base, c'était lui qui avait promis ça dans sa campagne. non, c'est surtout Badinter. Tu sais, il y a une très bonne vanne. Comment il s'appelle il y a une citation qui dit Mitterrand a 2 avocats. Un pour le droit, Badinter, et Roland Dumas pour tout ce qui est de travers. Mm. Et en fait, c'était ça le côté bicéphale de Mitterrand. C'est que Dumas, c'était une Kaira qui faisait des trucs de ouf. Et Badinter, c'est la droiture. Et d'ailleurs, c'en est même surprenant quand tu vois sa femme prendre la parole. Ouais, C'est quand même un peu, tu vois, genre marqué parce que. Eh ben, peut-être qu'il aurait bifurqué pareil, hein, parce qu'elle C'est-à-dire elle se revendique de l'héritage. Non, moi je de me son dis mari. toujours, j'aimerais petit déjeuner avec eux. Ouais. Parce que lui, c'est un très grand monsieur. Tu vois, vraiment, et je le dis pour ceux qui nous écoutent, ne soyons pas américains, bêtes et méchants communautaires. Il y a des juifs qui ont changé l'histoire de ce pays et voilà, et c'est ce qui fait la fierté que même moi en tant que musulman, je dis bravo. Mais je vous conseille juste pour avoir des frissons de revoir le discours de Badinter à l'Assemblée pour dire pourquoi il faut qu'on soit contre la peine de mort. Pardon, je croyais qu'il était mort. Qui Badinter, Pas du tout. 95 ans. Ouais, pas du Vache. tout. Non. C'est pour ça qu'on l'entend plus aussi. Non, Mais non, par contre, parce sa que- femme, on l'entend trop. Mais quand il vient sur un plateau télé, il est vraiment, tu vois, genre, maintenant c'est des vieux monsieur. Mais comme lui, comme Jox, c'est des mecs qui prennent la parole. Toujours là aussi. Mais c'est des mecs qui prennent la parole. 127 ans, je Hein crois. L'ancien ministre de l'Intérieur dans la Troisième République. Merci à toi en tout cas, cher ami. On va faire Oui. tourner le micro derrière. Tiens, une nouvelle là, je n'ai jamais vu. Toi, au milieu. Toi, je t'ai jamais vu. Non, toi. Non, vu que t'es timide, toi. Je suis très timide, ouais. C'est vrai? Bonjour. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Nawel, Nawel, tu fais quoi dans la vie? je suis préparatrice en pharmacie. Super. T'es pas T'es jamais venu? Non. Ah, c'est très gaulerie. Parle Alors, bien me dans le fais pas micro. regretter de venir Non, t'es venu avec qui? avec mon ami. Ah, Parle bien dans le micro, Nawel. Bah, notre ami de Perpignan. bien sûr. Bien sûr. La femme la plus engagée. Voilà. Qui Je était préférais parti. la laisser parler Non, d'ailleurs. on Ça connaît parle son beaucoup histoire. mieux Elle que traîne moi. avec des femmes voilées, elle va au bord des lacs. Ouais. On connaît son L'été, histoire. les Wallengers, là, elles sont parties à 7, à 10. Ouais, Vous les voilés, je ne vous oublierai jamais. faudrait que vous nous racontiez de vos vacances quand même. Hein. C'était incroyable. C'est le hijab pique-nique. Très très grave. Ouais. Très très grave. J'ai vu une vidéo tout à l'heure d'une femme qui fait son voile avec le slip de son mari. Je sais pas si vous voulez. Oui. Non, mais pas. On C'est m'a envoyé la autorisé ou pas vidéo. Je sais pas. Non, mais on m'a envoyé la vidéo 15 fois. On te l'a Et envoyé j'ai envie de dire, le problème, c'est que tout le monde a accès au voile. Ouais, mais Et je n'arrive plus. on y voit enfin, que du feu, Yacine. C'est très bien fait en tout cas. On y voile que du feu. C'est Non. bien, super. Ça sera un magasin, ça, pour vendre des voiles. On y voit que du feu. Bah oui. Non, mais franchement, j'ai trouvé que le buzz était absolument horrible, Ah, quoi. ouais. Non, Ouais. ben, je sais pas. Voilà. Non, là, on m'a envoyé un imam tout à l'heure qui visiblement fait imam, pompiste et géopolitique. Mais je sais pas quoi, là, il avait la beubare. Il disait Subhanallah, les frères, par la puissance d'Allah, les frontières se réinventent. Mais qu'est-ce que tu. En camise dans sa chambre. Tout est nul. Tout... Bah, si on fait le tour des infos de Golemont aussi aujourd'hui, il y a cet évangéliste de Zimbabwe qui vendait des tickets pour le paradis. Lui, on- Qui a, lui, été, qui a bah, été arrêté. lui, on l'aime bien. Il a- Nous, on aime bien ça. Il vend- Lui, c'est respect. Il avait un paradis réduc, un billet réduc du paradis. Il vendait Mais des tickets. lui, c'est pas de sa faute. Nous, ceux qu'on veut rencontrer, c'est les clients qui disent à leur femme, de toute manière, je fais ce que je veux, paradis réduc. Et j'ai pris qu'un billet. Incroyable. Nawel, tu suis cette actualité? Oui, comme tout le monde, je pense. Bah, tu sais, il y a deux parties. Soit tu suis l'actualité, soit elle te suit. Je pense que Non, c'est- je suis l'actualité. D'accord, et qu'est-ce que t'en penses? Bah, je rejoins un petit peu Nordine, je pense que ça s'appelait comme ça. Ouais. C'est vrai, je me sentais pas spécialement concernée avant, je le dis. Hein.
Et maintenant, oui, effectivement, on n'entend que ça, on voit ça. J'ai été aussi en Jordanie il n'y a pas très longtemps, j'ai pu aller en Palestine. Dans quel cadre? Vacances? En vacances, et puis on a passé 2 jours d'ailleurs avec Asia. C'est très grave, Asia. Asia, Après attaquer nos lacs et nos forêts voilées, tu vas en camp d'entraînement. d'accord. C'est vrai? T'aimes bien faire découvrir des Voilà. zones de guerre. Après là, on part à Kiev. J'aime beaucoup Kiev. En tout cas, Asia, t'as pas réussi à voiler Nawel. Mais tu crois, mais Ah, t'es tu un voiles pas connard, toi. tes copines? Mais Pardon. toi, tu fais vraiment partie des tocards. Ah. Tu vois que les femmes voilées toute la journée, elles sont ouh, qui veut se. Allez! Excuse-moi, visiblement, pour être dans le club d'Asia l'été, faut pas voir tes cheveux. Eh ben, c'est faux. C'est Bah, faux. ouais, ok, ouais. Nawel, elle était. Alors, Nawel, Donc juillet avec les sans voiles et août avec les voilés. c'est très ramba ça. Dans son répertoire, il y a écrit Nawel et c'est une petite fille pas voilée. Et après, il y a des voilés. Bon, cette blague était drôle dans ma tête. Oh, Nawel, revenons à toi. Revenons à toi, Nawel. Est-ce que tu es affecté par ce qui se passe, évidemment? Oui, bien sûr, oui. Quelle tournure, on parlait tout à l'heure avec notre cher ami, quelle tournure tu veux donner à la suite ici? Est-ce que tu veux partir? Est-ce que tu es écœuré? Moi, c'est vrai que je me dis, j'aimerais, c'est pas que là, hein, mais je pense de plus en plus à partir de la France. Ah ouais, pour aller C'est où? pas que là depuis Ouais. à l'étranger, je sais pas encore où, j'ai pas le métier qui me permet d'aller à l'étranger. Bah, Il préparatrice. faudrait que je change carrément de voix, Ouais, ce qui est un peu de difficile voix, aussi. pas de voix. Là. Oui. Ouais, ouais. Vas-y. Donc, mais ça fait un petit moment que je pense à partir d'ici en tout C'est vrai? cas. Ouais. Oh, putain, mais J'ai un ami à nous qui veut partir, Yacine, Omar Dawson. Ah oui, lui, parce qu'il est recherché. Non. C'est pas la même chose. vrai Oui, il m'a dit ça. Et je lui dis, passe au podcast avant. Bon. Ceux qui veulent déménager dans un autre pays, passez au podcast avant. Je pense pas que ça soit une bonne idée que Dawson il vienne à notre podcast. Hein. Non, il vient très très talentueux. Oui, on en parlait Élément des... du 91. Et tu partis. Pardon, question personnelle, t'as des enfants? Non. D'accord. Donc tu aurais l'ambition d'avoir des enfants dans un autre pays? Pourquoi pas? Ouais. Non, mais c'est une vraie question. Non, mais c'est une vraie réponse. J'essaye de comprendre ceux qui veulent partir. C'est une vraie réponse. En plus, c'est une richesse d'esprit, je pense, même pour les enfants. Pas du tout. Non, penses ça, alors moi j'en ai 3. Ils s'en battent les couilles. Du moment que tu leur payes des Je sais pas Jordan. quel âge ils ont tes enfants. Peut-être maintenant ils se rendent pas compte, mais plus tard, je pense qu'ils vivent. Bien joué, Nawel. Tu ne connais pas le podcast. J'ai tous les goûts. 17, 16. Donc ça, affaire réglée. Mais ça, c'est un âge. Et j'en ai un de 8. Tu le mets en Tchétchénie, à New York, à Barbès, il a la même émotion. Ce qu'il veut, c'est manger un hamburger, ce bâtard. Non, je pense vraiment, en plus, je te dis, pour pas faire de plaisanterie, mais si tu partais dans un autre pays, tu partirais en tant que Française. Donc, de toute manière, objectivement, sauf si tu vas dans un pays occidental, si tu... T'es de quelle origine? Algérienne. Algérienne. Bon. Si tu partais dans un autre pays que l'Algérie, t'aurais des privilèges de Française. Pas de blanche. C'est vrai. Ah oui. Donc en fait, en gros, tu dis c'est une richesse. Bah pas du tout. Parce que tu vivrais comme une expat. Ils iraient à l'école française. C'est pas, ils seraient dans le Douar en train de jouer au foot pieds nus et ils emmèneraient le pain au Ferran. Tu vois, non mais il y a un pote à moi. J'ai rien compris à cette phrase. Bon. Le Douar. Oui, c'est bon. Le toit, là? Le toit? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça c'est Sta. Putain. T'es nul en arabe. Douar, oui, Douar Coco, le village. Le quartier. Le quartier. Okay. Et Ferran. Flan le four. Ok, c'est bon. Si, oui j'avais pas. Ouais. Ça a été vite, mais c'est bon. J'ai fait Google Trad vite fait dans ma tête. Bon. Ouais, Google Trad. Ouais. Non, juste pour finir là-dessus, je trouve ça intéressant que tu nous. J'essaye vraiment, grâce à ce podcast, un journaliste vient de m'envoyer un message là-dessus en me disant j'ai besoin des 30 Glorieuses pour comprendre la France. Le témoignage Pascal Pro, c'est ça. Mais on a besoin de comprendre comment le déclic se crée. Et je crois que là, ce qui s'est passé a été un déclic très puissant. Vraiment, c'est la première fois que je le ressens. Tous les gens à qui je parle, binationaux, me disent voilà, on va partir. Alors, il y en a, ils sont ouf. Il y en a, tout à l'heure, il m'a dit je pars à New York. Je lui dis regarde le prix du logement. Et voilà, tu vas finir en mexicain là-bas à faire des tacos. Corée du Nord, moi j'aime bien. Non, quel pays tu partirais? Un bon climat. J'en connais pas beaucoup. Il y en a beaucoup, ils disent Australie, parce qu'ils ne connaissent pas. Ouais, c'est ça. Moi, quand j'étais petit, il n'y a rien à faire. J'étais complètement fan de l'Australie. En plus, là, j'ai vu, il y a un requin, il a baisé un surfeur, là. Ah bon? Frère, j'ai vu l'info tout à l'heure. Vous avez vu, c'est passé ou pas? Il l'a attrapé, bim. Goûté. Il l'a emmené. D'accord. Moi, un pays où il y a des requins déjà? Ah, c'est vrai qu'ils se traînent là-bas, Afrique du Sud aussi. Ah ouais. Au Maroc, il n'y a pas de. Non? Non. Trop chaud. Non, surtout les Marocains.
Ouais. Ah non, bah ça serait l'inverse. Je peux dire que c'est le requin qui serait mordu. Le marocain, bien sûr. On a déjà fait ce jeu de mots. Mais... Merci à toi, ma chère amie. Merci Nawel. Le micro derrière toi. Il y a des nouveaux là. Je crois qu'on m'a parlé de toi. C'est pour ça, madame. Bonjour. 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 Tu peux parler? Alors, c'est toi, pas madame. Moi, je suis pas madame. C'est pas madame, mais tu veux l'introduire? Si. Oh là là. Je vais le dire à quotidien. On peut avoir cette voix-là. Voilà, c'est peut-être une madame. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est une femme? C'est vrai. Que c'est un homme? Donne-lui le micro à côté parce que tu m'as dit que tu l'as amené, donc c'est pour ça que je veux lui parler. Bonjour. 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 Comment tu t'appelles? Sally. Sally? Sally, tu as une particularité. Tu es de quelle origine? Ah mince, tu sais. Oui, je sais. Palestinienne. Palestinienne. Tu peux le dire plus fort. Oui, tu peux le dire, hein, t'en fais pas, t'es pas sur CNews. Sally, tu es franco-palestinienne ou que palestinienne? Je suis devenue française il y a 7 ans. Pleure pas, Frangine, parce que sinon on va tous pleurer. Comment va ta famille? Pour le moment, bien. Tu leur parles tous les jours? Non, parce qu'on n'a pas grand-chose à se dire. Tout le monde est triste et c'est difficile de se parler en ce moment. Tu vas y aller quand? Ils sont où? J'étais censée y aller le 8, mais mon billet a été annulé. D'accord. Ils sont dans quelle partie de la Palestine? Maintenant à Jérusalem. Avant en Cisjordanie. Comment tu regardes l'actualité française? Parce qu'on a peu donné la parole. Sally, je vais te dire quelque chose. T'es pas obligé de parler. Si tu te sens mal, on arrête tout de suite. Mais je te dis quelque chose pour nous tous, même moi inclus. Tu sais, on a entendu très peu de paroles palestiniennes. On a entendu malheureusement, à cause des journalistes français, qu'une partie de la parole. Et vraiment, là, ce que tu vas faire, ça va être très utile pour les gens qui écoutent. Si tu veux, on arrête tout de suite. Déjà, j'aimerais savoir, depuis le 7, est-ce que ta famille a bougé? Est-ce qu'ils n'ont pas bougé? Comment est leur vie depuis le 7 octobre? En fait, l'année dernière, on les a bougés à Jérusalem, c'est mes deux parents, parce qu'il y a beaucoup de problèmes en Cisjordanie avec les colons et les barrages militaires. Donc, on les a bougés pour les mettre en sécurité, donc ils sont en sécurité pour le moment. Vous êtes combien de frères et sœurs, Sally? On est 4. Et qui est là-bas et qui est ici? Maintenant, on est tous ici. Ils sont seuls là-bas. Comment vit la communauté palestinienne? Aux États-Unis, je vois, parce qu'elle est très importante. Mais en France, par exemple, je te dis la vérité, je ne veux pas mentir, il est plus probable qu'un garçon comme moi ait une perte côté israélien, parce qu'ici on a grandi avec des juifs, que palestinien. Comment est la communauté palestinienne ici en France? Est-ce que vous voyez, enfin ta famille évidemment tu les vois, mais ils sont dans quel état? Bon, dévastés j'imagine, mais vous voyez où en général? On se voit... Je ne sais pas si je peux parler de communauté, parce que quand je suis arrivée en France, c'était pour faire mes études, et c'était en 2006, il y avait eu la guerre par rapport au Liban. On avait passé un été très difficile, et quand je suis rentrée en contact avec la communauté palestinienne, c'était des gens qui voulaient militer. Et il y avait beaucoup de colère à l'époque. Et moi, mes parents ont perdu des gens de leur famille, parce qu'ils ont manifesté, ou parce que c'était des journalistes, ou des hommes politiques, ou des médecins avec des ONG. Et je ne voulais pas militer. Je voulais juste avoir une vie normale. Donc, j'étais en contact avec la communauté pendant 6 mois et après, Tu voulais passer à autre chose? Oui. Et maintenant, j'ai des contacts, j'ai des amis de partout. Vraiment de partout. Je n'ai pas que des amis palestiniens. J'ai des amis de plein de pays. Et je disais tout à l'heure à Youssef, qui a eu la gentillesse de m'écouter, qu'il y a beaucoup d'amalgames. Il y a énormément d'amalgames. Quand j'ai une conversation avec un ami, ça se transforme en débat de 4 heures parce que je dois corriger à peu près une phrase sur 2 qu'il dit. Et je comprends, je me mets à la place des gens. Par exemple, moi aujourd'hui, je connais rien par rapport à ce qui se passe au Soudan. J'ai aucune connaissance. Je sais juste qu'il y a un conflit, c'est loin, il y a des gens qui ont tué des gens. C'est immonde de dire ça, mais je me mets à la place de mes amis. Ils n'ont jamais été là-bas. S'ils ne sont pas de religion musulmane, s'ils ne sont pas de religion juive, s'ils ne sont pas du monde arabe, il n'y a aucune raison qu'ils s'intéressent à tout ça. Sally, j'imaginais bien que ça allait être poignant. Il y a une phrase qui vient de Palestine qui me traumatise très fortement, c'est celle de dire dites nos frères de pays arabes de ne pas faire de prière pour nous, parce que nous ne sommes pas morts, c'est les pays arabes qui sont morts. Est-ce que tu trouves que la communauté arabe ne soutient pas assez la cause palestinienne, ou avec ce qui se passe actuellement, tu es rassuré sur le fait qu'il n'y a jamais eu autant de soutien? Ce qui est compliqué, c'est que
Moi, il y a des guerres depuis que je suis née. Je suis partie, j'avais 17 ans, j'en avais connu 6. Je suis née pendant l'intifada, donc j'ai connu que ça en fait. Ce qui a changé, c'est les réseaux sociaux. Et ce que je disais à Youssef tout à l'heure, moi j'ai grandi en écoutant les journalistes palestiniens. J'avais que cette vision du monde. Et quand je suis arrivée en France, c'est que j'ai appris le français et je regardais les infos. Je regardais les infos chez moi, je regardais les infos en France. Je me disais, mais c'est pas du tout... On n'est pas là. Il y a une semaine, ils ont bombardé une mosquée à Jenin, une ville en Cisjordanie random comme ça. Il y a eu des centaines de morts. Et les infos ici, c'était... je sais pas, une personne a fait une tag d'une étoile. Je dis, mais quand même, en fait, il s'est passé 19 000 choses avant cette étoile. Est-ce qu'on peut juste parler de tout? Pourquoi on parle que d'un truc en particulier? Donc, je trouve qu'il y a les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, ce qu'on dit avec mes frères et ma sœur, c'est que n'importe qui peut prendre la parole. Donc, moi, je suis les paroles de Leila Shahid, de Lima Hassan. Il y a beaucoup de femmes qui parlent en ce moment. Elles ont des paroles très, très, très fortes. Mais le problème, c'est que la personne qui n'a pas de connaissances, elle va ouvrir la télé le soir après son dîner, elle est fatiguée, elle zappe comme ça quelques minutes, elle entend quelques conneries. Par exemple, pour moi, je disais à Youssef, la pire connerie, c'est de dire c'est la guerre contre le Hamas. Ça, déjà, c'est dire cette phrase, c'est une grosse connerie. Parce que là, les gens qui crèvent, il n'y en a aucun... Du Hamas. C'est des enfants, en fait. C'est des enfants, c'est des médecins, c'est des journalistes, c'est des gens des ONG aussi. Donc déjà, dire ça, c'est justifier cette guerre. Parce que c'est dire, c'est un peuple, enfin une armée contre une autre armée. C'est pas une armée, c'est une partie d'un parti politique qui est armé. C'est très différent. Sally, les gens ne mesurent pas, en fait, ici, même nous, et c'est très émouvant que tu le dises de cette manière-là. Quel est le lien aujourd'hui du peuple palestinien avec le Hamas? Tu le disais, la grande partie des dirigeants, on les voit à la télé, ils parlent de Doha, ils sont payés par le Qatar, je rappelle, à la demande des États-Unis et d'Israël. C'est quand même fou de se dire ça. Mais j'ai vu tout à l'heure quelque chose qui m'a beaucoup ému, une femme qui a perdu toute sa famille et qui a insulté le Hamas, et il y a quelqu'un qui lui a mis la main devant la bouche. On a du mal à comment dire, on a du mal à identifier le Hamas, le rapport qu'il a avec le peuple, et on a du mal à comprendre ce qu'ils veulent vraiment. Parce que là, moi, où je trouve que ça devient très dangereux, et c'est que le Hamas veut en faire une guerre globale contre les Juifs. C'est plus le problème d'Israël. C'était déjà trop de se dire on va s'attaquer. Et tu vois, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer de manière claire, toi qui as quitté la Palestine à 17 ans, l'évolution du Hamas pour expliquer ce qui se passe aujourd'hui? C'est un vrai sujet. C'est comme les talibans. Regardez l'histoire du Hamas. La plupart des gens ne savent pas, mais c'est ce que je dis à mes amis français. Creusez l'histoire du Hamas. Le Hamas a été financé à la base par les Israéliens et les Américains. C'est comme le Taliban. C'est la même histoire. La seule différence, c'est quoi? C'est que pendant des années, il y avait des partis qui, à l'époque, étaient aussi labellisés terroristes pour le monde international. L'OLP. Yasser Arafat. Et après, quand il a accepté de signer la paix, et de signer les accords d'Oslo. Et j'ai dit à Youssef, les accords d'Oslo pour les Palestiniens, c'était une très grosse défaite. Moi, je me souviens, je devais avoir 4 ans, mes parents pleuraient. Parce que c'était écrit dedans, vous aurez la paix, mais vous n'aurez pas d'infrastructure. On n'a pas la main sur notre eau, sur notre électricité. J'entends beaucoup de conneries sur Internet. Oh, on leur a coupé l'eau, c'est déjà sympa qu'on leur donne de l'eau. Non, on est colonisé. Notre infrastructure ne nous appartient pas. On n'a pas le droit de gérer notre eau, notre électricité. Dès qu'il y a le moins de problèmes, c'est ce qu'on nous coupe en premier. La base de la colonisation, tu vois. Mais les gens ne comprennent pas. Ils croient que c'est gentil, on nous fait cadeau de l'eau et de l'électricité. J'ai vu ça sur des réseaux sociaux. Donc bref, tout ça pour dire, il y a eu ces accords et maintenant ce parti n'était plus un parti terroriste. Mais en échange, c'est écrit dans ce qui considère la base de l'autorité palestinienne, vous n'aurez pas d'armée, vous n'aurez pas d'armes, vous n'aurez pas de gendarmes, vous n'aurez pas de la main sur l'infrastructure, vous aurez pas, on n'a toujours pas de papier. Moi, je suis arrivée ici, j'avais pas de papier. Donc on n'a rien en fait, mais on est censé avoir une fameuse autorité et ce parti n'était plus terroriste, d'accord ? Et après, quand j'ai passé le bac, il y a eu les fameuses élections. Et en fait, ce parti s'est beaucoup enrichi après ces accords-là. Il y avait beaucoup d'hommes politiques qui avaient des hôtels à Tel Aviv. Ils avaient énormément d'argent. Et les gens le étaient Hamas, toujours... là, on parle. Non, on parle toujours de l'OLP. De l'OLP, pardon, d'accord. Oui, oui. Le Fatah. Et les gens avaient énormément d'argent et tout le monde en parlait. Nous, on allait mal, on n'avait rien. Mes parents sont médecins, on n'avait des fois pas de quoi se payer à manger. Donc il y avait quelque chose qui était très bizarre, très très bizarre, et les gens ont commencé à complètement perdre confiance. C'est à ce moment-là que le Hamas a fait éruption. Il y a eu des élections,
vous regarderez tout ce que je vous dis. Non, mais on te croit bien plus que même ce qu'on J'expliquais va à dire. Youssef que moi, depuis que je suis petit, j'en avais marre de la propagande, même du côté palestinien. Je cherchais toujours des infos vérifiables. Et toi, c'est t'es très arrivé, compliqué. temporellement, donc 2005-2006, quand le Hamas a pris le pouvoir. Oui. Quand j'étais en France, il y avait eu la guerre civile. Parce que du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Le Hamas a pris le pouvoir par des élections qui avaient été observées par des personnes internationales. Et tout a été validé. C'était pas du fake, c'était pas du bullshit. Les gens avaient vraiment voté le Hamas, mais ils n'avaient pas voté le parti armé du Hamas. Ils avaient porté pour un autre parti politique. Parce que l'autre était vraiment corrompu, en fait. Et à ce moment-là, il y a eu le split horrible. Hop, la Cisjordanie, vous restez dans votre coin. Hop, les gens de Gaza, vous restez dans votre coin. Il y a eu un bouclier. Coupure de toutes les aides internationales pendant super longtemps. Et là, d'un coup, il y a eu des armes en Palestine. On n'a pas compris. On n'a pas des armes pour se défendre, mais d'un coup, là... Il n'y a pas d'usine, c'est ça ce que tu dis. Il n'y a pas d'usine qui fabrique des armes. En fait, moi, je me souviens en étant petite, tu vois, je me suis toujours demandé comment on peut se défendre. Une journaliste magnifique américaine a écrit ça, et j'ai déjà oublié son nom. Elle disait tout ce que ferait un Palestinien serait du terrorisme. Parce que nous, on n'a pas le droit à une entité qui permette de nous défendre. On n'a pas d'armée, on n'a pas le droit, c'est écrit dans les accords d'Oslo. Donc peu importe ce qu'on ferait, peu importe le parti qui le ferait, on serait des terroristes. Sally, comment tu vois l'avenir ? Parce que nous, on ne mesure pas. Comment tu vois l'avenir ? Pour moi, il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir. En fait, il n'y a pas d'avenir parce que... Je t'en prie. Il n'y a pas d'avenir parce que... Pense à tous les réfugiés qui sont sans papier, qui sont coincés dans tous les pays limitrophes de la Palestine. Pense au fait qu'on n'a pas d'infrastructure, on n'a aucune main sur rien du tout. Pense au fait que ça fait des années et des années et des années qu'il y a des gens qui sont allés en prison en Palestine. C'est le seul pays, Israël, où on peut aller en prison sans une raison, en détention provisoire. Moi, j'ai un oncle, ça fait 10 ans, détention provisoire. On ne sait pas ce qu'il a fait. Hein. Détention provisoire. Donc tout ça, tu vois comment tu vas le résoudre. Abdallah, beaucoup. Georges Ibrahim ou Georges Abdallah ? Je ne connais pas. Georges Ibrahim Abdallah, d'accord. On parle des grandes figures palestiniennes qui sont aujourd'hui en prison depuis des décennies, qui étaient même plus puissantes que l'OLP, et qu'en fait, Israël devrait sortir des prisonniers pour avoir une nouvelle incarnation au sein de Gaza et en Cisjordanie, et en fait, pour battre le Hamas. Mais en fait, ce qu'ils disent, c'est que le Hamas, si vous lui sortez une figure emblématique, c'est eux qui vont le tuer. Moi, j'ai vraiment une question là-dessus. C'est que c'est la première fois de ma vie sur le conflit auquel je m'intéresse que je ne vois pas d'interlocuteur des deux côtés. Oui. Même des trois côtés. C'est-à-dire, il n'y a pas d'homme d'envergure côté palestinien, il n'y en a pas du côté israélien, et il n'y en a pas du côté mondial. L'ONU, là, franchement, c'est devenu, pardon, hein, mais un paillasson international. Donc, c'est pour ça. Biden, il parle à des gens, on les voit même pas. Biden, il parle tout seul. Non, mais Biden, on rigole et tout, mais tu vois, je pense même, je me permets de le dire ici, que je pense que la voix, elle est féminine. Tu vois, par exemple, là, Rania, qui est ta cousine, puisqu'elle est palestinienne. On vient d'en parler avec Youssef. Pour moi, alors quand pour elle ceux a qui parlé, ne savent pas, Youssef, c'est pas quelqu'un que Sally imagine. C'est notre cher auditeur des 30 Glorieux. Mon ami qui m'a coincé, prévenir ici. Mais juste tu regrettes pas, ouais, Sally. Sally, t'inquiètes. C'est la première fois que je sors de chez moi depuis 3 semaines. Non, Sally, écoute-moi, Frangine, je vais te dire quelque chose, c'est très facile pour moi. Si tu restes enfermé, c'est fini le confinement. Il faut que les Palestiniens s'approprient une parole, et je te jure, ils seront soutenus même par des Juifs. Il faut pas, tu sais, c'est pas un conflit religieux. Non, mais en France, c'est la phrase la plus facile à sortir que c'est des. Enfin, moi, les gens qui m'ont envoyé des messages en premier, c'était mes amis juifs et des amis israéliens, parce qu'il y en a qui sont contre ce qui est en train de se passer. Et on voit aussi ces vidéos d'ultra orthodoxes. Parce que quand on dit ultra-orthodoxe, mais à chaque fois on les montre. Non, chaque fois on montre. L'erreur de la France, c'est que nous, on a le même problème. Tu n'écoutes pas ce podcast formidable qui est le nôtre, mais tu sais, la situation qui se passe en Israël et en Palestine, c'est celle qui va arriver en France. C'est celle qui arrive. C'est la montée des extrêmes. Moi, depuis le début, mon point de vue, c'est que pour une fois, ça a pété très fort parce que c'est deux extrêmes droites qui s'affrontent. Une israélienne et une palestinienne. Et en fait, c'est la première fois que les deux, ils utilisent un jargon de la même manière. Les deux, ils veulent s'éradiquer. Tu vois, et le terme, avant, il n'existait pas dans le conflit israélo-palestinien. Éradiquer l'autre, je le dis pour ceux qui y écoutent, si vous parlez d'épuration ethnique d'un côté, que vous voulez vous exciter, n'oubliez pas que de l'autre côté, ils ont la même ambition. Moi, quand je regarde le Hamas parler en tant que musulman, je suis atterré.
C'est d'une violence et tout. Ils disent faut enlever les juifs, on cessera pas. Là, j'ai vu tout à l'heure, ils ont dit il y aura un autre 7 octobre. Tu vois, balancer une phrase comme ça met les Israéliens dans une posture défensive et inhumaine à l'égard des Palestiniens. Ça porte préjudice à tout le monde, en fait. Tu vois, et moi, je me suis dit tout à l'heure, moi, en tant que Français, si on m'avait dit il va y avoir un autre Bataclan incessamment sous peu, tu vois, je serais devenu raciste. Vraiment, objectivement, même en tant que musulman, tu vois, ça a déjà été le cas quand j'ai jamais dit, donc je peux le dire ici. Après les attentats du Bataclan, qui étaient pour moi très différents de ceux de Charlie Hebdo, ceux de Charlie Hebdo, c'était ciblé, même si c'était horrible en tant que Français. Mais celle du Bataclan, c'est vraiment celle de la jeunesse, de l'insouciance, de la liberté. Tu sais, ils ont touché quelque chose qui nous fédérait. Charlie, évidemment que ça nous a affectés. Et je me souviens de grandes discussions avec des imams dans la communauté musulmane ici, de dire qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'on prie le même Dieu. Pour les journalistes ignorants qui ne savent pas, la vraie interrogation sur Allahu Akbar, c'est pas totalement faux, parce que moi, en tant que musulman, à ma petite échelle, je m'interroge toujours de savoir pourquoi certains se l'approprient avant moi. Tu vois, vraiment, quand je vois, moi, quand j'ai vu, tu vois, l'image qui a fait le tour du monde, d'ailleurs, cette jeune fille est morte, qu'ils ont mis dans le pick-up, et que l'autre écrit Allahu Akbar, ça me glaçait le sang en disant mais non, mon frère, il n'y a pas d'Allahu Akbar là. Enfin, c'est même pas mon frère. Et nous aussi, en fait. Bien sûr, mais c'est pour ça que Sally, je vais te laisser témoigner encore, mais je veux juste te dire quelque chose. Je ne suis pas tout le temps de bon conseil. Tu sais, la Palestine, c'est méconnu en France. Si les Palestiniens ne s'approprient pas leur narratif, comme le font très bien les Palestiniens américains, mot amer que tu as vu, qui a fait un travail exceptionnel. Du coup, son meilleur ami, c'est Dave Chappelle. Donc Dave Chappelle s'est engagé. Et je voulais dire ici une dernière fois qu'on ne le fait pas à l'encontre des Juifs ou du peuple israélien, on le fait à l'égard de Netanyahou. Et vraiment, on gagnerait du temps à ce que des deux côtés, on vire ces gouvernants. Parce que Netanyahou, j'ai l'impression que les Israéliens ont pris de l'avance, il lui reste peu de temps. Tu vois, là, ça commence vraiment à chauffer. Mais du côté palestinien, je dis pas que moi c'est une dictature, c'est pas le terme, mais le Hamas, il a une telle emprise physique et morale sur les Palestiniens que vraiment objectivement, ils savent même pas par où commencer. Tu peux pas les déloger, il n'y a pas d'élection, ils sont hyper structurés, ils sont hyper soutenus par d'autres choses. Et je le dis ici en tant que musulman, quand le Libanais il dit il faut que les chiites et les sunnites, je le redis encore une fois, s'unissent, c'est clairement, le sous-texte, c'est pas les chiites et les sunnites. Si je rencontre un Iranien, on va pas s'unir. C'est de dire le Hezbollah et le Hamas, vous travaillez ensemble. Et là, pour le coup, je le dis derrière ce micro, l'armée de Tsahal, ils vont être balayés. Hezbollah, c'est 40 000 hommes surentraînés qui se sont embrouillés avec Daesh. C'est pour ça que quand un journaliste français te dit, ou un homme politique, le Hamas, c'est Daesh, c'est pour ça, toi, en tant que Palestinien, tu dois dire, mais tu connais même pas, tu n'as même pas fait une recherche pour savoir que Daesh, les gens qui les ont battus, les seuls qui les ont battus physiquement sur le terrain, qui leur ont cassé la gueule, pas qui ont envoyé 40 000 bombes, parce que, mine de rien, la guerre qu'on voit actuellement, c'est quoi ? C'est Israël qui bombarde. Mais s'ils rentraient sur le terrain de Gaza, mais je pense que les mecs du Hamas les mangeraient tout crus. Mais c'est pas une expression, c'est que c'est des mecs qui vivent, qui dorment. C'est la guerre, c'est pas le fils de Netanyahou à Miami. Et tu vois, moi, quand je vois des Français, ça me fait de la peine, je le dirai samedi sur scène, des mecs de Saint-Mandé, de Sarcelles, des Français de confession juive, aller jouer à la guerre comme ils jouaient à Counter-Strike et torturer des Palestiniens pour rigoler. Mais dire, mais mon frère, et vraiment lui, je l'appelle mon frère parce que j'ai grandi avec lui, sur la tête de ma mère que tirer tout seul à Gaza avec une mitraillette, si t'arriverait quelque chose, t'es pas prêt. T'as baissé les yeux toute ta vie dans le métro quand t'as vu un rebeu parler fort. Et là, soudainement, parce que t'as un Hamas, tu veux torturer. Et j'ai vu des choses, et je le dis parce que c'est important d'être dit, quand les djihadistes y sont revenus, c'est nous, les Français de confession musulmane, qui les avons écartés de notre communauté. On a dit, on n'a plus rien à voir avec toi, frangin, t'allais faire des roulades à Damas, maintenant trace ta route. Et moi, de voir sur BFM des interviews de Français de confession juive m'expliquer qu'ils vont aller rejoindre clairement un génocide, tu vois, et de dire, mais pourquoi tu vas là-bas, tu dis ça avec fierté. Et je te le dis parce que je défendrai la France jusqu'au bout, mon pays, mais
Tu sais, la France, elle ne mesure pas ce qu'elle est en train de faire. C'est ça, il faut que je te jure, même si ça fait longtemps que tu vis ici, je te jure que même nous, Français, on est en train de se dire, il n'y a plus personne qui conduit la voiture. Tu sais, tous les jours, je reçois des vidéos de journalistes. Parce que moi, mon axe, c'est l'intramuros. J'ai pas de... Tu vois, je suis très ému par ton témoignage. Mais tous les jours, tu vois, même un mec comme Eli Chouraki, qui rigole quand on montre des Palestiniens qui souffrent, je me dis, mais moi, déjà, j'ai eu du mal. Je sais pas pour ceux qui ont vu les images. Quand j'ai vu les images, j'étais, mais... Non, il rigolait sur les chorégraphies des soldats. Il a rigolé quand il a vu les Palestiniens. Ah oui, pardon, sur l'autre sujet, excuse-moi. Et en fait, je me disais, mais il y a un gamin quelque part en France, et là, il y a des gens qui ont travaillé dans le social, qui sont des esprits fragiles, qui vont voir ça et qui vont splitter. Tu vois, les djihadistes, quand nous, je te raconte ça, moi, j'ai très, très, très mal vécu les attentats en France. Mais beaucoup plus que Thomas pour des raisons évidentes. Et quand je lui ai dit, on va faire mon spectacle à Molenbeek, mon meilleur ami qui est mort, Karim Larahmou, qui vivait en Palestine, m'a dit, viens à Molenbeek. Et je lui dis, pourquoi? Il me dit, tu ne bats le mal que par le mal. Il faut que tu viennes à Molenbeek et que tu vois les habitants de Molenbeek pour comprendre qu'ils n'ont rien à voir avec les djihadistes. Et avant d'y aller, j'ai vu le film Rocky IV, quand il dit « Je vais faire le combat à Moscou ». Vous vous souvenez de cette scène? Et on arrive à Molenbeek, je te jure avec Thomas, je le dis, on marche dans la rue de Molenbeek, et c'est pas faire offense à Molenbeek, parce que c'est que des gens magnifiques. On va pas de noir, pas de blanc. Pendant 1 heure. C'est beaucoup. Quand tu es à Barbès, à un moment, tu vas croiser des blancs. Là, il n'y a pas que des arabes. Et je dis, mais wallah, ils sont seuls, quoi. Tu vois, il n'y a pas de blancs, quoi. Et d'un coup, je parle avec un mec de Molenbeek, je lui dis, mais tu vas pas à Bruxelles? Tu vas pas dans les autres communes? On me dit, non, nous, on sort pas de Molenbeek. C'est ici notre QG. Et en fait, pour aller au bout de ma comparaison avec la Palestine, moi, je lis beaucoup de tweets de jeunes Palestiniens qu'on m'envoie et tout. Et j'ai vécu une très mauvaise nuit la semaine dernière, vendredi, quand ils ont bombardé. Pardon, je t'en parle avec émotion. C'est ceux qui disent « En 18 ans, j'ai connu que la guerre ». Et tu vois ça, c'est là où tu réalises qu'ils n'ont pas d'autre sortie que de se marier avec le Hamas et il n'y a pas d'issue, tu vois. Et mon meilleur ami qui est décédé vivait en Palestine. Et je te raconte l'histoire parce qu'il faut toujours sortir du tragique par le comique. Mon meilleur pote Karim Larahmou était très engagé sur la cause palestinienne. C'est pour ça que je le suis, et d'autant plus depuis qu'il est mort. Et à chaque fois, il me disait, je vais aller vivre là-bas avec nos frères opprimés et tout. Je disais, mais t'es un ouf et tout, va à Dubaï. Il me disait, non, moi je vis là-bas. Et tous les vendredis, il y avait la montagne, le mont Sinaï. Le mont Sinaï, à côté de Jérusalem. C'est le mont des Oliviers. Merci. Le mont des Oliviers. Et tous les vendredis, il y a une manif après Salat Jumu'ah. D'accord? Tu connais cette manif, n'est-ce pas? Et Karim, il a été. Et je peux te dire, avec Thomas, c'est l'un de nos plus grands fous rires. Et il me montre la vidéo, il me dit, tous les vendredis, je manifeste, je suis pas comme toi avec ton gros cul à Paris. Je dis, oh là là, la flemme et tout. Il me disait, viens, je lui disais, pas du tout, j'ai pas du tout envie d'y aller et tout. Et tous les vendredis, il allait manifester. Et pourquoi je te dis, j'ai rigolé? C'est qu'il était très pro-palestinien, vraiment et tout. Il me disait, je mange avec les frères, je dors avec eux et tout. Et moi, il m'envoyait des photos, j'étais gêné, parce que je me disais, il n'y a pas un hôtel 5 étoiles, jamais je viens. Et il y va. Écoute-moi, Salis, tu vas pleurer de rire. Les Israéliens, l'armée israélienne, tous les vendredis, ils tirent à échelle d'homme une roquette. D'accord? Vous parlez des roquettes. Mais ils tirent une roquette dissuasive. Normalement, on tire en l'air. Mais en Palestine, n'est-ce pas, ma chère Salis? Et Karim, il y avait 150 personnes, il monte la vidéo, il lui tire dessus. Ça veut dire, première manif, roquette. Donc il se mange la roquette, il tombe. Mais lui, c'est un Français. Il dit, appelez l'ONU. Tu sais, il dit que de la merde et tout. Et le Palestinien, il lui dit, pourquoi moi je l'aime d'amour, même s'il manque beaucoup. Le jeudi d'après, il dit, Karim, Habib, demain, manif. Karim dit, flemme là un peu, parce que la semaine dernière. Et je crois que dans cette anecdote, et pardon, je vais pas pleurer, il y a toute l'histoire de la cause palestinienne qui est racontée. C'est que c'est pas un sprint, c'est une course de fond. Les Palestiniens, tous les vendredis, quelle que soit la météo et tout, ils vont manifester tous les vendredis. Et ils reviennent le vendredi. Et la mort, ce que m'avait dit Karim Larahmou, fait partie de leur vie. Donc il m'a dit, c'est pour ça qu'on n'est pas des bons militants. Il me dit, est-ce que toi, tu es prêt à mourir pour une cause? Et la vérité, la plupart d'entre nous,
À part FIFA, non. Et en fait, je me dis, c'est ça qu'il faut que, Sally, tu racontes, c'est de dire, et je crois que ce podcast t'a beaucoup aidé, tu viens de faire avancer plus la cause journalistique française en un témoignage que tout ce que j'ai vu ces 3 dernières semaines. Merci, Sally. Merci, Sally. On se retrouve demain pour un nouveau podcast. Merci, Sally. On va s'échanger les numéros. Je vais te mettre en contact avec des journalistes qui font bien leur boulot. Vous êtes magnifiques, mesdames et messieurs. Les podcasts sont très éprouvants ces derniers temps. On est joignable sur Instagram. C'est notre seule adresse. Et n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Mais Sally, tu n'es pas seul. Sors, hein. N'hésitez pas à m'envoyer des messages pour inviter Sally et Youssef à dîner. Sally, juste, j'ai un truc à te dire parce qu'il y a un glorieux qui loue la salle ici ce soir au 82, juste après notre podcast, et qui travaille avec des Palestiniens et qui m'a dit que les jeunes, depuis quelques semaines avec les réseaux sociaux, se sentaient pour la première fois citoyens palestiniens, alors que la Palestine n'est pas un pays officiellement. Est-ce que toi, tu sens, avec cet engouement, est-ce que toi aussi, tu as un peu le même sentiment ? Tu sens que ça n'a jamais été aussi relayé et il n'y a jamais eu aussi autant de solidarité sur les réseaux sociaux ? Moi, je parle 4 langues, donc je regarde Haaretz en hébreu, je regarde des journaux français, après je regarde des journaux en arabe, après je regarde en anglais. Et l'info se dilue, je crois que c'est seulement en français, tellement pour arriver à la France, que même si beaucoup de gens me disent « Regarde, il y a eu telle vidéo, regarde, il y a eu tel journaliste », je reste très inquiète, vraiment très inquiète de la façon dont les médias transforment le narratif. Il y a eu des gens fabuleux qui ont parlé. La reine Rania, quand elle a parlé, elle a vraiment crevé un abcès, on n'en pouvait plus. Mais j'ai vraiment peur parce qu'il vous parvient même pas 3% de ce qui se passe et tout est fait pour que tous les Palestiniens soient labellisés comme des terroristes qui soutiennent le Hamas ou encore pire, des victimes du Hamas. Et ce que j'expliquais tout à l'heure à une amie, c'est que le Hamas, c'est un non-sujet pour nous. Qu'ils crèvent tous, vraiment, pas de problème. Dans 2 semaines, il y aura un autre parti politique. Bah ici, tu seras toujours la bienvenue en tout cas. Merci Sally, merci. À demain. Sally. Bisous. Les 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses à retrouver sur Spotify, Apple Podcast et Google Podcast.